par ceci. Donc, on va faire une lecture, une discussion donc autour de l'Isao et de Théo Ananiso. Et comme cela, si je peux me permettre, je peux déjà vous dire que vous l'ayez lu hein, ou que vous ne l'ayez pas lu, donc l'objet, l'une des raisons de la discussion, c'est d'arriver à en parler, ne serait-ce que déjà sur la base donc, de certains éléments que je vais fournir au niveau de mon commentaire. Et puis, cela pourrait éventuellement susciter des questions de votre part. Donc, n'hésitez pas du tout à poser vos questions comme cela pour que ça puisse entraîner l'objet d'une discussion éventuelle. Et puis, pour ceux qui ont lu, voilà, je vous laisse aussi la latitude de pouvoir proposer, de pouvoir donner vos commentaires de lecture qui pourraient éventuellement être en adéquation avec ce que j'ai fait ou alors totalement en inadéquation. Voilà, donc que vous ayez lu ou que vous n'ayez pas lu, sentez-vous la liberté de réagir, ne serait-ce que par rapport à mes propos, en espérant bien sûr que par la suite, cela vous donnera envie de lire l'Isaoe de Théo Ananiso. Voilà, donc qu'est-ce que déjà j'aimerais faire dans ce roman? Donc on va le mettre en place progressivement, parce que le roman lui-même, donc il présente en fait une intrigue qui se met en place progressivement. Donc on va aussi, donc j'ai finalement décidé au niveau de mon commentaire, de mon analyse, de reprendre en fait la même mise en place de l'intrigue, donc de la laisser finalement se constituer progressivement au fil de mon analyse. Donc les différents points en fait que je vais aborder et qui à mon avis vont me permettre d'éclairer l'Isao et de Théo Ananiso, c'est déjà le pays en tant que tel. Donc le pays, c'est-à-dire que le lieu, l'endroit où se situe l'histoire, où se déroule l'histoire. Donc quel est ce pays en tant que tel? Alors, parce que je pense que de connaître en fait ce pays nous donne déjà beaucoup d'indications sur le contexte de l'histoire, et à savoir en fait que le contexte de l'histoire est capital pour comprendre l'histoire en elle-même. Et en qui a déjà cela, il y a aussi bien sûr donc ce qu'on peut appeler la ville de l'Issaoue. C'est-à-dire donc il y a le pays en tant que tel et puis il y a l'Issaoue qui est une ville dans le pays. Donc de comprendre aussi donc, ce que je peux appeler les interactions, les conflits d'intérêts qui peuvent par exemple exister dans la ville de l'Issaoue permet aussi d'avoir, donc parce qu'au final le gros quand même de l'histoire se déroule à l'Issaoue, donc permettra de connaître en fait quelles sont les tensions finalement, quelles sont les tensions qui ont assuré ce que je peux appeler comme la dynamique du conflit, en gros, dynamique du conflit. Donc je vais entrer plus dans les détails par la suite, mais déjà pour un départ, donc il y a véritablement un conflit. Il y a une dynamique de ce conflit qui tire ses origines très profondément dans l'histoire de ce pays-là, justement, donc d'où besoin de retourner un peu à la connaissance ou à une certaine compréhension de ce pays, et par la suite de revenir donc à l'Issaoue, qui est le lieu finalement où l'histoire se déroule, donc où l'histoire va s'incarner, si on peut dire ça comme cela. Donc il y a aussi justement donc des événements qui se sont produits dans le pays. Donc ce sont des événements, on va dire, de nature politique, hein. Donc ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment abordés de manière très allusive comme cela, et progressivement différents personnages en fait vont nous donner des informations sur ce que étaient exactement ces événements, donc sur lesquels finalement le lecteur devra se faire une compréhension par lui-même. Donc en gros, entrer dans le détail par lui-même. C'est-à-dire que le détail en fait des événements n'est pas totalement fourni par les différents personnages, mais le lecteur, en gros, il réussit à avoir différents éléments d'un puzzle qui va reconstituer pour avoir, on va dire, le fil historique. Donc, il y a ces événements qui sont survenus, donc qui sont relativement importants. Et puis, au final, donc, la question qui sera aussi centrale, à mon avis, ce serait d'interroger, en fait, la personnalité, on va dire, du personnage principal, qui est le narrateur, hein, donc, qui s'appelle Paul A. Donc, la compréhension aussi de ce personnage, à mon avis, expliquerait beaucoup dans toute la dynamique du récit. Voilà. Donc, ce sont ces différents points
que je souhaite aborder avec vous, voilà, donc chers amis, pour la découverte, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, donc de Lissao et de Théo Ananiso, et pour ceux qui l'ont déjà découvert, ben voilà, ça sera peut-être une sorte d'immersion à nouveau dans cet univers que j'ai trouvé très palpitant et on va dire un peu construit sous une au niveau de la construction qui m'a un peu rappelé les enquêtes, comment je dire ça, de ce fameux détective créé par Simon, hein, j'oublie le nom du détective, Maigret, voilà, Maigret, donc les fameuses enquêtes de Maigret, donc ça m'a un peu rappelé cela, où vraiment les choses se mettent en place progressivement, l'intrigue entre, mais alors on va dire peut-être, on peut même dire par la fenêtre, et puis au bout d'un moment, il y a tout l'édifice qui se met en place et où on découvre en fait que, mais finalement, il y avait une sorte d'histoire, mais énorme, donc une sorte d'histoire magnifique qui se mettait en place. Ben, je te souhaite la bienvenue, Suzanne Bowen. Je te souhaite de te servir d'un peu de lait de brebis par là-bas ou bien du lait de chamel, c'est selon tes besoins. Il y a aussi des dattes et puis des tomates hein, qui sont mais alors juteuses comme tout. Et puis il y a William Eteki qui m'a dit qu'il était en train de faire du jus de corosol là-bas. Donc au cas où tu es un peu patient, je pense qu'il va te servir un petit verre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir finalement de ce pays-là? Voilà. Donc de ce pays dans lequel se déroule l'histoire. Donc, c'est déjà un pays en fait qui est particulier. C'est-à-dire qu'on note un élément par le suivant. C'est-à-dire que les cimetières sont jonchés de déjections humaines et de plantes épineuses. Les cimetières sont jonchés de déjections humaines et de plantes épineuses. Donc, en gros, ça c'est tout vers la fin du roman. C'est-à-dire que quand Paul A, donc le personnage principal, le héros, rentre visiter la tombe de son père. Donc, il n'a pas assisté à son enterrement. Il rentre visiter la tombe de son père avec sa sœur. Et puis, ben, ils doivent en fait passer de dalle à dalle pour atteindre celle de son père. Voilà. Donc, en gros, on a déjà un cadre un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est bien dans une société, hein, on va dire directement, c'est africain. Voilà, c'est un pays africain. Un pays africain, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et où on se rend déjà compte donc, que la place des morts elle est c'est qu'on oublie les morts. Hein. C'est-à-dire que si un cimetière est jonché de plantes épineuses et puis de déjections humaines, c'est-à-dire que la déjection humaine, c'est quand même la plus grande preuve de mépris. Hein. Quand on chie quelque part, c'est une sorte de mépris. C'est-à-dire qu'il a vraiment chié, en fait, c'est un acte révolutionnaire. Peut-être que dans un contexte africain, par exemple, donc peut-être ça peut aussi être éventuellement vu ailleurs, mais c'est vraiment un acte révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser une sorte de code, on va dire, de sauvage, hein, donc contre toutes les civilités pour justement marquer en fait sa désobéissance ou bien son refus d'accepter l'état des choses tel qu'il est. Donc là, justement, qu'est-ce qu'en fait cela nous indique par rapport à la place des morts dans ces sociétés? Donc cela nous indique simplement que on est dans une société où en fait les morts sont oubliés. Donc les morts sont oubliés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement la mémoire des morts. On ne conserve pas, peut-être, la mémoire des morts. Donc ça, ce qui est quand même très très marquant et qui peut nous interroger aussi par rapport à la suite de la narration. Donc l'autre chose aussi que l'on remarque justement, c'est la chose suivante, c'est que les gens viennent chier dans les salles de classe. Donc là, c'est Paul A quand il va visiter dans le lycée dans lequel il a fréquenté étant adolescent à Lissaoé. Donc il se rend en fait compte que les gens chient dans les salles de classe. Donc c'est aussi la même problématique qui se pose. C'est-à-dire que si les gens chient par exemple dans les salles de classe, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut bien dire en fait que les gens renient. Ah salut mère Evelyne Brenner, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir dans cette critique de Lissao et de Théo Ananiso. Donc quand les gens font chier dans les salles de classe, donc ce que je disais, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a un rejet d'un système éducatif. Hein, donc les gens rejettent un système éducatif, ils rejettent finalement une sorte de civilisation. C'est quand même que l'école, c'est le moyen principal de faire passer une civilisation. Non, c'est le moyen de la transmission de certaines valeurs et aussi même de la transmission de certains rapports de domination dans une société. Donc des gens qui se retrouvent aller dans une salle de classe pour chier, dans ce qui est un acte délibéré, un acte volontaire, pourrait signifier simplement aussi une contestation donc d'une sorte d'architecture ou bien d'une architecture de la domination sociale qui est mise en place dans la société. Et ça, ce sont des éléments que l'on va retrouver plus tard donc au niveau de notre critique
de Isao et de Théo Ananiso. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte de contexte comme ça où disons, une certaine couche de la société conteste et refuse la domination qui est exercée sur elle par une autre couche de la société. Donc, un autre élément encore comme cela qui nous permet justement de comprendre ce pays, donc d'entrer progressivement dans ce qui pourrait être les mentalités, les habitudes et puis les coutumes ou ce qu'on pourrait appeler éventuellement les fondamentaux de ce pays-là, c'est par exemple le traitement qui est accordé aux touristes. Hein. Donc, à savoir en fait que quand un touriste arrive dans ce pays, c'est justement ce que vit Paul A quand il arrive. Donc, quand un touriste arrive dans ce pays, ben, il doit remplir en fait une fiche, une sorte de fiche de signalétique ou signalisation en fait. Donc dans cette fiche en fait ce qu'il fait c'est qu'il va en fait dans une fiche de renseignement hein, où il va indiquer donc le motif de sa visite, la durée de sa visite et cette fiche sera transmise à la police donc par l'hôtel qui transmet la fiche à la police et par la suite donc la police transmet pour des cas on va dire un peu plus délicats elle transmet ces fiches à la préfecture, voilà. Donc la préfecture, on sait bien, la préfecture, en fait, c'est vraiment le représentant de l'État sur place. Hein, voilà. Donc, en gros, l'information remonte directement au niveau des services de l'État. Donc, on a comme cela donc une société finalement où la police en fait surveille tout, où la police est informée de tout. Donc c'est, on peut dire presque une société de type carcéral. Hein. C'est vraiment une société de type carcéral, c'est-à-dire que la police surveille tout. Donc n'importe qui vient dans le pays, on sait qu'il est là. On peut surveiller ses moindres faits et gestes. Par exemple, la police peut même venir l'interroger en personne. Donc en plus d'avoir rempli la fiche, la police peut, comme il est arrivé pour Paul A, que la police vienne l'interroger aussi physiquement et pour savoir justement quelle est la durée de son séjour et puis qu'est-ce qu'il compte y faire. Donc à savoir en fait que le cas de Paul A, on entrera dans le détail plus tard, c'est que il est justement donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc il a fait ses études dans le lycée de l'Issaoue. Il est parti par la suite continuer ses études universitaires en Allemagne et donc il revient en fait au pays 15 années plus tard et il a changé de nationalité. Donc il est devenu entre-temps un Allemand, voilà. Donc, et finalement, dans ce qui justifie le fait que la police vienne lui poser des questions, c'est parce qu'il avait un passeport allemand. Donc, le simple fait qu'il soit un Africain, hein, on va dire, ou alors africain, donc de ce pays-là, hein, on va donner le nom du pays par la suite, mais je pense que vous l'aurez déjà facilement imaginé. Donc, le simple fait qu'il soit un Allemand d'origine africaine a suffi pour que la police vienne l'interroger sur l'objet de sa visite. Donc l'autre élément aussi, comme cela que l'on remarque, donc on a déjà mis en place comme ça un univers carcéral, une société de contrôle où la police est au courant des faits et gestes de monsieur tout le monde. Et l'autre élément par exemple que l'on remarque en fait c'est l'existence d'un bagne. Voilà, donc il y a un bagne en fait, voilà, c'est un bagne qui est dans la région des marais du sud-ouest qui s'appelle Katindu. Et dans ce bagne, en fait, il y a le nommé Benu Mekumbete qui a été enfermé, donc qui a été envoyé au bagne. C'est-à-dire qu'il a été accusé d'avoir tué Félix Bagamo. C'est-à-dire que Félix Bagamo, on va dire, c'est un peu le grand ponte, hein, le grand ponte local. C'est vraiment le grand suppôt du pouvoir local. Hein. Ça, on va dire, c'est le grand seigneur local, hein, le faiseur de roi local. C'est vraiment lui qui a toutes les influences et puis qui a, on va dire, qui exerce vraiment le pouvoir politique au niveau local. Et donc, il y a donc un bagne aussi comme cela, donc en gros qui, par exemple là, ben, il est accusé simplement de crime, hein, c'est-à-dire qu'il est accusé de crime, bon ok, peut-être Félix Bagamo c'est un politicien, pourquoi pas, mais juste parce qu'il est, donc il a tué, c'est un meurtre, hein, qui n'a même peut-être pas forcément, parce qu'au niveau de l'enquête, par exemple, on va aussi entrer dans les détails ultérieurement, mais au niveau de l'enquête, il n'a pas par exemple été établi que le meurtre a été commis pour des raisons politiques, mais il n'en demeure pas moins que on l'a envoyé au bagne. Voilà, donc il y a un bagne qui existe dans ce pays, donc ce qui est aussi intéressant à noter, donc qui amplifie aussi donc comme cela le caractère carcéral de ce pays-là. Donc l'autre élément aussi, c'est au niveau de l'histoire justement. Donc on a en fait déjà donc remarqué que
déjà les morts, en fait, n'ont pas de place dans le pays. C'est-à-dire que les morts sont oubliés. Parce que le traitement, quand même, que l'on fait au cimetière n'est qu'un signe de la place qu'on accorde aux morts dans une société. Et donc, le fait que les cimetières soient à l'abandon et que les gens vont y faire des déjections humaines, c'est-à-dire que ils ne veulent même pas du tout entretenir la mémoire, hein, si on peut dire ça comme cela, de leurs morts. Et c'est la même chose, par exemple, aussi qui apparaît, c'est que ce pays, justement, là, il avait été colonisé par l'Allemagne. Donc, il avait été colonisé par l'Allemagne. Et au niveau de l'Issaoui, par exemple, donc l'Issaoui, c'était un grand poste, hein, pendant la période coloniale allemande. Il paraît même que l'Issaoui était la capitale, hein, à un moment, donc la capitale de ce pays-là, dont je vous donne le nom maintenant, qui est le Togo. Voilà. Donc, la capitale du Togo, donc l'Issaoui avait été la capitale du Togo. Donc, par exemple, Paul A, qui a rencontré deux Allemandes, hein, comme cela, à l'hôtel à Lissau où il vit, enfin, donc où il réside pendant son séjour. Donc, ils se rendent comme cela à la visite d'un sort d'ancien poste télégraphique, mais finalement, tout a disparu. Ils n'ont retrouvé que certains pylônes rectangulaires, circulaires, ainsi de suite, qui étaient totalement envahis par les herbes. Donc là aussi, on a comme ça un autre élément de la compréhension de ce pays, donc, qui est que l'histoire, finalement, est comment je peux dire ça? L'histoire est effacée, hein? C'est-à-dire que l'histoire est effacée. C'est-à-dire que ce soit l'histoire coloniale, par exemple, donc là, avec les fameux postes télégraphiques, l'histoire est effacée. Donc, ce qui fait que on va retourner au niveau d'une discussion par la suite, notamment quand on va aborder la question des monuments et puis voilà, donc des monuments qui témoignent de la colonisation, hein? Parce qu'on sait, par exemple, qu'à l'heure actuelle, il y a dans beaucoup de pays, dont notamment au Cameroun aussi, où il y a une forte présence allemande. Ben, salut Christina Lemoel Meka, je te souhaite la bienvenue. Je te prie d'aller comment je peux dire ça, d'aller dans le coin là-bas où tu vas trouver sûrement un bon jus de corosol qui va te désaltérer, voilà. Donc, ce que j'étais donc en train de dire, c'est qu'il y a donc une sorte de négation comme cela, hein, de la mémoire historique. Donc, c'est-à-dire que la négation, par exemple, elle peut se faire de manière, on va dire, peut-être informelle. C'est-à-dire que personne, en fait, ne dit rien, mais le simple fait de ne pas entretenir les bâtiments, par exemple, entraîne la enfin, comment dire ça, la disparition de ces bâtiments, hein, donc leur destruction. Et il y a donc le cas aussi, justement, donc, comme au Cameroun, par exemple, où ben, on a assisté à une personne qui a détruit la statue du général Leclerc, hein, en plein Douala, qui finalement donc pose la question, mais est-ce qu'il faudrait conserver les bâtiments coloniaux ou pas? Donc c'est une question très intéressante, on va juste revenir par la suite sur celle-là. Donc juste comme cela pour continuer, donc au niveau de ce pays-là, ce qu'on peut dire d'autre, c'est la chose suivante. Ce qu'on peut dire d'autre, en fait, que c'est un pays où on a meilleur temps de ne pas se préoccuper de politique. Hein, voilà, donc ça c'est clair et net, il ne faut pas se préoccuper de politique. C'est-à-dire que si vous voulez rester, si vous voulez être en paix, si vous voulez être tranquille dans ce pays-là, ne vous intéressez pas à la politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui se sont, à un moment ou un autre, intéressés à la politique, sont morts. Ils ont été tués. Voilà le contexte du pays. Tu t'intéresses à la politique, on te tue. Point barre. Donc, il y a par exemple ben, le cas justement de Somok, hein, donc de Didier Somok. On reviendra encore dans le détail là-dessus plus tard. Donc, Didier Somok, ben, qui s'est intéressé à la politique, qui a été un leader estudiantin, qui a été un meneur, hein, dans la ville de l'Issaoui. Et puis, ben, la conséquence, ben, il a été tué. Même chose, donc il y avait un jeune comme ça qui s'appelait Bissek, il était très brillant, il faisait des études de philosophie à l'université, il était un brillant dramaturge, il a même écrit une pièce de théâtre, semble-t-il, qui a connu un certain succès, et puis ben voilà, il s'est intéressé à la politique. Au cours de ces fameux événements sur lesquels on va entrer un peu plus dans le détail plus tard, donc ne partez surtout pas, il a aussi été tué. Voilà, donc ça c'est une sorte de chose en filigrane. Hein. C'est-à-dire que dans ce pays-là, si tu t'intéresses à la politique, on te tue. Donc je pense que comme cela, vous commencez déjà un peu à percevoir, on va dire, le climat de terreur, parce que c'est véritablement ça le mot. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres expressions pour qualifier cela, c'est le climat de terreur. Donc il y a véritablement un climat de terreur politique. Ben, salut Nicole, je te souhaite la bienvenue dans notre oasis. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que nous sommes dans ce pays-là, le Togo, où il y a un climat de terreur. Ne t'intéresse pas à la politique. Tu t'intéresses à la politique, on te tue.
Sinon, on peut toujours t'envoyer au bagne. Donc, à Katindu, par exemple, les policiers sont là, ils espionnent tout le monde, donc on sait ce que tout le monde fait, on te surveille, mais alors, dans tous les sens du terme. Et le seul moyen finalement, et c'est un peu comme cela qu'on peut voir en fait ces actes de résistance que les gens ont pour contester ce système-là, c'est soit d'aller chier dans les cimetières, soit d'aller chier dans les salles de classe. Voilà, donc les seuls finalement, les seuls actes révolutionnaires, on va dire, auxquels sont réduits les gens pour contester dans ce système, on va dire, de type carcéral et de contrôle, qui finalement les prive hein, de toute liberté, de toute... voilà donc de toute liberté, c'est de chier hein, voilà, donc c'est vraiment l'acte le plus primaire possible de la contestation. Ça peut aussi laisser à réfléchir hein, je pense que vous en conviendrez aussi que l'on en soit réduit en fait finalement pour contester un système de chier simplement, voilà, qui fasse chier hein, voilà. Et puis on peut bon, dans quand même des endroits bien choisis hein. Donc comme l'a dit, le cimetière c'est quand même pas n'importe quoi, c'est à dire que on est quand même d'accord que ce qui quand même fait l'humanité, ce qui fait l'être humain, c'est le souvenir des morts. C'est à dire que je pense que nous sommes véritablement devenus des hommes, donc nous sommes sortis de l'animalité dès le moment où nous avons commencé à nous souvenir de nos morts. C'est-à-dire que quand on commence à dire, ben, nos morts, on pense qu'ils ne sont pas morts. Ou alors, dès le moment où on commence à leur faire des sépultures, c'est-à-dire que où on se dit, ben, en fait, il faut qu'ils perdurent un petit peu dans le temps. Et c'est dès ce moment-là, à mon avis, qu'on devient des hommes. Donc, le fait, finalement, de chier, donc d'introduire finalement notre animalité, mais alors la plus basique, donc la plus répugnante, hein, si on peut dire ça comme cela, parce que quand même jusqu'à preuve du contraire, les produits de nos selles ne sont pas forcément les produits très, comment je peux dire ça, très agréable, voilà. Il est quand même clair que là, ça peut nous interroger sur l'espace de liberté qui est comment dire, qui est accordé aux gens dans ces sociétés. Mais en tout cas, ils prennent cela et puis ben, ça devient donc l'acte de chier devient un acte de contestation, donc d'une forme de domination qui est exercée sur les gens. L'autre aspect aussi, je pense que ça pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'Afrique, je pense que vous allez enfin vous allez reconnaître peut-être ce genre de trait aussi, c'est qu'on est dans un pays donc où les salaires ne tombent pas régulièrement. Donc c'est une magnifique expression. Les salaires ne tombent pas régulièrement. Hein. C'est-à-dire que donc la situation économique. Donc on a déjà décrit la situation politique hein, précédemment. Là on est en train d'entrer progressivement dans ce qu'est la situation économique de ce pays-là. Donc, il a donc du Togo, hein, au moment de la narration, au moment du récit. Et donc là, oui, on a donc les salaires qui ne tombent pas régulièrement, et puis on a aussi ce qu'on appelait la fameuse dévaluation. Hein, donc, vous connaissez cette fameuse dévaluation, donc où la valeur du franc CFA par rapport au franc français a été divisée presque par deux, hein, donc où il devenait, où on devait payer le double du prix quand il fallait importer les produits, en sachant que c'est des pays qui sont des importateurs nets, on va dire, donc de ressources, ben forcément ça appauvrit énormément les populations. Donc un autre élément aussi que l'on peut remarquer par exemple, hein, c'est au niveau même du tourisme, c'est-à-dire que c'est quand même donc une région, hein, cette région de l'Issao, oui, et puis ce pays en tant que tel, c'est une région forestière et puis ainsi de suite. Donc on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que l'une des attractions touristiques aurait pu par exemple être ben, les restes des constructions allemandes. Hein. Mais ce qui n'est pas le cas, on remarque simplement que ce qui attire les gens, en fait, c'est la nature. Hein. C'est la nature, c'est-à-dire que ce sont les éléphants, ce sont les lions. Et bon, accessoirement aussi, il y a cette fameuse bâtisse coloniale allemande qui est désormais la maison du préfet. Mais c'est quand même intriguant, en fait, c'est quand même intéressant à mon avis de noter que ce qui attire les touristes dans ce pays, parce qu'il y a quand même des touristes qui visitent le pays, c'est principalement la nature. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de voir des éléphants et puis des lions. Donc qu'est-ce que ça peut aussi vouloir dire? Parce que, par exemple, quand un touriste va à Paris, je pense qu'il ne va pas aller à Paris seulement pour voir la Seine, par exemple. Hein, même si on sait que la Seine, c'est un fleuve qui a été totalement remodelé par la main de l'homme, mais il n'ira pas à Paris pour voir la Seine, par exemple. C'est-à-dire que, ou même s'il va à Paris pour voir la Seine, ce n'est pas juste le fleuve en tant que tel, mais ça sera par exemple les ponts sur la Seine et puis ainsi de suite. Ou même s'il va à Paris, il va pas aller voir par exemple la butte Montmartre juste parce que c'est la butte de Montmartre, mais il va aller voir parce que ben oui, il y a une église magnifique qui a été construite là. Donc d'aller voir par exemple, de faire du tourisme en tant que tel, c'est d'aller voir en fait, et c'est peut-être ça à mon avis une bonne définition du tourisme, de faire du tourisme, c'est d'aller voir ce que la main de l'homme a fait.
Hein, c'est véritablement ça, aller faire du tourisme. C'est que le tourisme, aller voir la nature, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que la nature, il n'y a pas l'impact de l'homme là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le tourisme, c'est ce que l'homme a fait. Qu'est-ce que l'homme a fait pour marquer justement, on va dire, pour marquer la dissolution, la dissolution ou alors l'acte destructeur du temps. Parce qu'on sait en fait que le temps, il a comme ça ce travail de destruction permanente des choses. Et l'homme, à un moment, donc, il fige, il fait des constructions qui arrêtent quelque part l'acte destructeur du temps. Et donc, c'est le génie humain qu'on va voir quand on fait du tourisme. On va à Paris, par exemple, je peux donc l'exemple de Paris, bien à Berlin, c'est pour voir des constructions, des bâtisses, ce que l'homme a fait pour maîtriser son destin et puis pour, comme cela, limiter la lente dégradation du temps sur les choses. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc, on constate que dans ce pays-là, donc, apparemment, il n'y a que les éléphants et les lions que les gens peuvent aller voir. Donc, comme quoi, c'est un pays où l'homme n'a pas encore su maîtriser son destin ou alors n'a pas encore su mettre ou bien construire des bâtisses, construire des monuments qui permettent de montrer son génie. Ouais. Donc voilà un peu ce pays-là. C'est-à-dire que c'est en fait un pays où l'homme n'a pas encore su mettre, comment ça, bâtir des constructions qui permettent de témoigner, de montrer et de démontrer son génie. Donc voilà ce pays-là. Un autre élément aussi comme cela qui est relativement intéressant dans la compréhension du pays, donc sur lequel je vais passer très rapidement. Donc c'est quand même un pays aussi où la solidarité, on va dire que le système de solidarité est principalement basé sur le clan. Donc la solidarité, elle est clanique, donc ce qui fait que il y a une perception comme cela des individus que les exigences du clan sont très fortes sur l'individu. Il y a une sorte de rapacité en fait des proches, des familiers qui sont tout le temps en train de soumettre leurs doléances, leurs besoins pour vouloir différents avantages ou bien différents services. Et un autre élément aussi au niveau du pays, donc c'est un pays où il y a eu beaucoup, enfin il y a eu une ou deux tentatives de coup d'État. Ça, j'ai pas été en mesure de pouvoir le préciser. Il y a eu une ou deux tentatives de coup d'État. À mon avis, il y a eu deux. Donc une d'un nommé Banzaba principalement, et puis une autre d'un nommé Patrice. J'ai oublié le nom, Lembenou, quelque chose comme ça, Patrice Lembenou. Je reviendrai peut-être aussi là-dessus plus tard. En tout cas, ça m'a un peu fait penser à Patrice Lumumba, comme cela, quand il décrivait l'arrestation de ce Patrice Lembenou, il était assis sur un camion donc avec une chemise blanche. Ça faisait un peu penser à cette fameuse scène d'humiliation dans le Lumumba sur un camion avec la fameuse photo qui est mondialement connue. Donc voilà un peu le contexte du pays, c'est-à-dire que donc, ne t'intéresse pas à la politique et puis ceux qui ont essayé donc de changer les choses, ne serait-ce que par un coup d'État, voilà, ils ont été liquidés comme il se doit. Donc ce qui finalement nous amène donc à ce constat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux choses qui m'ont beaucoup frappé. C'est notamment Gabriel Nam, en fait, qui rappelait comme cela, donc Gabriel Nam, qui est un des amis de Paul A, qu'il va retrouver par la suite, mais on reviendra plus tard sur tous ces motifs-là. Et donc, il y a donc Gabriel Nam qui, en citant un de leurs profs d'histoire, qui leur disait que plus tard, donc quand ils seront grands, ils regretteront d'être nés africains. Ils regretteront d'être nés africains. Et il y a aussi Paul A comme cela qui, après avoir donc entendu les différentes déboires auxquels ses amis ont été confrontés suite à ces événements-là, qu'on précisera aussi par la suite, donc ne quittez surtout pas, il dira l'insondable stupidité de notre souffrance. L'insondable stupidité de notre souffrance. Donc je pense qu'à partir de là, les choses sont dites. Donc l'auteur, en fait, donc là, Théo Ananiso, je pense qu'il boucle la boucle. Donc c'est finalement un pays dans lequel aucun changement n'est possible. Voilà, en gros, voilà le cadre un peu qui est mis en place. C'est-à-dire donc aucun changement n'est possible. C'est-à-dire qu'ils regretteront plus tard d'être nés africains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de ce qu'on peut appeler une sorte de progressisme, d'évolution, ainsi de suite. Non, c'est-à-dire qu'il y a une fatalité comme cela africaine à la souffrance et à une souffrance totalement stupide. Je vais arriver plus tard pour un peu donner des éléments qui peuvent permettre de comprendre finalement comment est-ce qu'on en est arrivé à cette souffrance-là. Mais en gros, pour l'auteur, là, pour Théo Ananiso, il est clair que
comment dire ça, la situation est quadrillée, c'est-à-dire que c'est impossible de changer quoi que ce soit, puisque justement donc les mouvements politiques qu'il y a eu, donc les fameux événements politiques qui justement visaient à changer, à démocratiser la société, se sont soldés par un échec. Un autre élément aussi peut-être comme ça qui est très marquant, hein, je pense que ça peut aussi éventuellement interpeller ceux qui connaissent bien, en fait ceux qui connaissent un petit peu l'histoire récente de l'Afrique, donc c'est que ben, l'économie hein, est totalement paralysée. Donc on l'a vu un peu précédemment, les salaires ne passent pas, les gens ne sont pas du tout payés, hein, donc les gens ne sont pas du tout payés et il y a donc une paralysie de l'économie donc liée aux grèves. Hein. C'était qu'il y a eu dans ces mouvements politiques qui ont entraîné des grèves pendant près d'une année, hein, semble-t-il, voilà, donc ce qui est quand même relativement long et qui paralyse et qui détruit totalement le tissu économique. Donc on est un peu comme ça dans ce pays-là où finalement la paix a été retrouvée, hein, l'armée a finalement pu mater toute cette révolte-là qui s'est élevée, mais il y a des conséquences, mais alors tragiques, qui s'en sont suivis, notamment avec des grands désinvestissements des entreprises. Donc on sait que le Togo, par exemple, bien comme beaucoup de pays africains, sont des pays qui comptent sur des investissements étrangers et que ben, forcément, dès que la situation politique se détériore, ben, les investissements étrangers s'en vont. Hein, voilà. Donc les entreprises ferment et puis elles transfèrent leurs capitaux ailleurs. Voilà. Donc, il y a déjà ce premier élément-là. Donc, une sorte de fébrilité, hein, on va dire, économique qui est présente. Et l'autre chose aussi que l'on remarque, c'est même l'économie en tant que telle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment on va dire, il y a vraiment une sorte d'économie, comment je veux dire, une sorte d'économie, on va dire, locale, hein, on va dire une économie, j'oublie juste le nom, un peu cette économie qui est informelle, voilà, une économie informelle dont notamment il nous fait allusion lorsqu'il visite par exemple la rue commerciale. Hein. Donc il y a l'économie informelle et puis il y a l'économie formelle. Donc l'économie en fait formelle, c'est celle qui paye les impôts, hein, si on veut dire ça simplement comme ça. Donc c'est celle qui donne de l'argent au gouvernement. Donc c'est pour ça que les entreprises par exemple, étrangères ont beaucoup plus de poids dans l'économie parce que ce sont ces entreprises qui payent les impôts finalement à l'État. Et donc, qu'est-ce qu'on constate en fait? Donc, on constate en fait que ce pays, en fait, c'est un pays où l'économie est dominée donc par une société qui est la SCKN. Donc, la SCKN, ça me rappelle un peu comme une société que j'ai connue au Cameroun qui s'appelait la SHO. Et c'est en fait des anciennes sociétés coloniales, hein, simplement. C'est-à-dire que c'était en fait des sociétés, par exemple, qui faisaient déjà le commerce de l'ivoire, le commerce de l'ébène, le commerce de différents produits tropicaux, les noix de palme, les bananes, et puis ainsi de suite. Ce sont même des sociétés comme la Compagnie des Indes qui ont fait le commerce d'esclaves. Donc, c'est-à-dire que ces sociétés, en fait, on peut dire, c'est les plus anciennes implantations capitalistiques en Afrique. Hein. Voilà, donc elles ont vraiment en fait tout le business, si on peut dire ça comme ça, tout le business qui était possible de faire en Afrique dans ces sociétés comme la SCKN, elles l'ont fait. Donc on est vraiment dans un pays donc, où l'économie finalement elle est dominée par ce type de société-là, hein, donc, dont on apprendra plus tard que le père de Paul A, donc notre personnage principal, le héros, le narrateur du roman, était gérant dans la ville de Lissao et expliquant donc la raison pour laquelle il se retrouvait dans cette ville-là. Mais il est très intéressant donc comme cela de remarquer que la raison pour laquelle donc que l'économie finalement de ce pays-là du Togo, elle est dominée mais alors totalement par des anciennes sociétés coloniales, des anciennes sociétés esclavagistes qui ont à la faveur disons des nouvelles règles hein, des échanges internationaux bien du commerce mondial ont changé leur raison sociale en cours de route. Voilà. Donc, comme cela, on a donc un contexte global d'un pays. Hein, un contexte global d'un pays qui est en gros le suivant, qui est donc une société de type contrôle et de type carcéral, donc où tous les individus sont surveillés et où finalement les seules possibilités de contester, disons, ce contrôle ou bien cette surveillance, c'est le recours donc à la déjection, hein, donc à la déjection, voilà, donc de chier dans des endroits est le seul recours, la seule alternative que les gens ont pour contester cette oppression, là, cette terreur, hein, ce régime de terreur qui s'exerce sur eux. Voilà. Pays aussi où faudrait mieux ne pas du tout
s'intéresser de politique, hein, et où finalement l'histoire, donc l'histoire, le passé a une place, on va dire, très minime, où les hommes, l'être humain, n'a pas encore été en mesure de pouvoir dominer la nature, ou si on peut dire de marquer le territoire de son empreinte, de le remodeler par la force ou bien alors par son génie, si on peut dire cela comme ça. Voilà donc un peu comme cela, donc ce pays, je pense que vous voyez à peu près donc déjà le cadre dans lequel va se dérouler cette histoire et qui, on peut dire, hein, c'est une sorte de portrait comme cela qui peut être étendu à plusieurs autres pays africains. Et donc maintenant, intéressons-nous peut-être à cette fameuse ville de Lissaoé. Donc, hein, on sait très bien que Lissaoé, c'est la ville qui donne son titre au roman. C'est le lieu dans lequel tout le récit va se dérouler. Et en fait, c'est quoi exactement cette ville de Lissaoé? Donc, ce qu'on peut peut-être dire, hein, ça, si vous me permettez juste de faire rapidement un retour sur mes notes. Voilà. En fait, ce qu'on peut dire de la ville de Lissaoé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de la ville de Lissaoé? Donc, ce qu'on peut dire en fait de la ville de Lissaoé, c'est la chose suivante, hein. Donc, c'est une ville en fait qui était une sorte de poste colonial, hein. Donc c'était un poste colonial apparemment très important, donc où les Allemands avaient bâti donc une sorte de poste télégraphique, donc qui était en contact directement avec l'Europe, hein. Donc ce qui démontre quand même de l'importance, on va dire, stratégique, politique et puis militaire de cette ville de Lissaoé. Donc Lissaoé a aussi été à un moment la capitale, hein, donc la capitale du Togo, on va dire Togoland, hein, donc à l'époque de la colonisation allemande. Et ce qu'on note par exemple donc, au niveau de l'Issao, eh ben, c'est que c'est une ville en fait qui a été, c'est apparemment un territoire Ewe, hein, donc c'est le territoire Ewe, donc une ethnie du Togo apparemment. Et elle a été donc conquise, hein, donc à l'époque allemande, on va dire peut-être dans les années 1900, 1800 et poussière, j'ai pas la date exacte, donc par le Karl, je sais pas, c'est Karl von Puttkamer, hein, Karl von Puttkamer. Et dans l'histoire du Cameroun aussi, le Puttkamer revient aussi, hein. Donc Karl von Puttkamer, il a été très actif, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo. Et ce qu'on sait aussi d'autre par rapport donc à cette ville, ben, c'est qu'il a voulu rendre une sorte d'hommage à une dame apparemment qu'il aimait beaucoup, hein, je sais pas, certains, donc dans le Théo Ananiso dit que c'était sa fiancée, et par exemple Klose, donc qui est aussi un Allemand qui a vécu au Togo et puis qui a été, je pense, adjoint au chef de poste de l'Issaoui. Lui, il dit par contre que c'était une sorte, enfin, une dame qu'il aimait bien. Donc, on ne sait pas si c'était sa fiancée ou pas, mais en gros, c'est Karl von Puttkamer qui a rendu hommage donc à cette fiancée-là qui s'appelait Lisa von Esterhazy. D'où donc ce fameux nom de l'Issaoui qui veut dire la colline de Lissa. Voilà, donc il a rendu hommage à cette fameuse Lissa là comme cela. Et ce qui est relativement intriguant, hein, à ce niveau-là, parce que justement je me souviens que j'avais une discussion avec un ami togolais et puis ben, comme cela pour un peu comparer la place justement que la colonisation allemande garde dans la mémoire des gens. Et j'ai été par exemple très étonné de constater que de la même manière qu'au Cameroun par exemple, la colonisation allemande est mieux perçue, par exemple, que la colonisation française. Et on peut même dire que, ne serait-ce qu'en termes de territoire, en termes de domination du territoire, donc d'architecture, d'aménagement du territoire, par exemple, les Allemands ont eu plus d'influence que les Français. Et même aussi en termes culturels, donc ce qui est mais hallucinant. C'est-à-dire que quand on regarde la courte période pendant laquelle les Allemands sont restés dans ces pays-là, on est étonné que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent en fait à percevoir positivement la présence, hein, que les Allemands ont exercé, enfin, ont eu dans ces pays. Donc, c'est très intéressant comme cela à noter, et où même en regardant les choses en profondeur, on se rend compte que, par exemple, culturellement, par exemple, l'influence de la France, c'est-à-dire que si on enlève la question de la langue, par exemple, hein, si on enlève la question de la langue, l'influence de la France, elle est, par exemple, très minime dans les pays comme le Togo ou bien le Cameroun.
Ce qui est relativement hallucinant. Voilà, donc c'est des points comme cela qui peuvent être intéressants à creuser. En tout cas, donc, par rapport à l'histoire de l'Issaoue, nous vous informons que tout le monde, que vous êtes en direct à ce moment. Ah, ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique service que vous faites, mes gens de Facebook. Voilà, merci beaucoup pour ça. Donc, il y a donc donc ce qui fait donc que quand par exemple les Français ont conquis donc le Togo en 1914, ben, ils ont changé en fait le nom de la ville et puis lui ont donné Franceville. Ils l'ont désigné Franceville et à l'indépendance donc du Togo, les populations ont rebaptisé la ville l'Issaoue et il paraît comme cela, donc ce sont un peu les hasards, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça les hasards ou bien les coïncidences de l'histoire. Donc Owe en langue Ewe veut dire aussi quelque chose dans la maison blanche. Donc ça, je tiens ça de Théo Ananiso. Hein. Donc ça veut dire la maison blanche en langue Ewe. Et donc ce qui fait que ça voulait donc en plus donc ça voulait donc faire sens aussi pour les Ewe, donc d'appeler leur ville la Maison Blanche de Lisa. Et actuellement, donc, d'après aussi un autre ami togolais, l'Issaoue s'appelle désormais Missaoue. Missaoue. Donc, si on peut traduire donc cela en français, donc à partir du Ewe, donc ça voudrait donc dire la Maison Blanche de Missa. La Maison Blanche de Missa, voilà. Donc à savoir, il y avait une sorte de colline comme ça. J'ai même retrouvé vous pouvez aussi trouver ça sur Internet. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est de mettre le lien par la suite sur la vidéo. Donc il y a les mémoires, on va dire ça les mémoires, hein, que le Closé, je pense que c'est Henrik Closé, quelque chose comme ça, il a fait du Togo et donc il décrit en fait donc ces différentes étapes comme cela au Togo. Et vraiment, c'est très intéressant à lire. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été passionné par ce pays-là, qui vraiment en parle avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour hein, pour les individus, pour les gens et puis pour l'espace qu'ils découvrent. Et donc c'est très intéressant à mon avis. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus comme ça sur l'Issaoue, ben, vous pouvez vous référer aussi à ces récits, on va dire, du séjour de Heinrich Klose à l'Issaoue. Voilà. Donc comme ça nous donne un peu une sorte de petit aperçu, hein, un petit aperçu historique de ce que c'est que l'Issaoue là, voilà. Donc quelle est l'origine de cette ville-là? Mais bon, je pense que vous aurez quand même compris que le plus important, hein, ce n'est pas l'origine historique de la ville, mais ce sont plutôt les tensions, on va dire, donc les rapports de pouvoir qui existent dans cette ville-là, parce que c'est quand même aussi une ville où il y a des rapports de pouvoir qui existent, et on va mettre ces rapports de pouvoir, comment dire ça, on va les mettre en exergue dans un petit moment, mais ce que j'aimerais déjà faire pour cette critique de l'Issaoue et de Théo Ananiso, ce serait en fait finalement de décrire ces fameux événements politiques qui sont survenus dans le pays, parce que je pense quand même que c'est le cœur, hein, on va dire, c'est le cœur vraiment donc c'est le cœur, on va dire, du roman. En tout cas, c'est ce qui, à mon avis, induit toutes les actions, tous les actes, tous les comportements que les individus vont adopter. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'événement qui, comment dire, qui redéfinissent les cartes dans un pays. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je pense que tous les pays, en tout cas tous ceux qui ont assisté ou alors qui ont été au courant des fameuses revendications démocratiques qui a eu lieu en Afrique, je pense que vous avez tous quand même en idée que pour vous, il est aussi relativement clair que ces mouvements-là ont totalement ont redéfini les rapports de pouvoir dans tous ces pays-là. Hein. Voilà. Donc, il est quand même, à mon avis, très très important de préciser, donc d'indiquer quels sont finalement ces événements, quelle est la nature de ces événements-là. Donc, quels étaient donc ces événements politiques en fait qui sont survenus? Ben déjà, ce qu'on peut dire donc, c'est que c'est la demande, donc c'est la nature de ces événements, ben c'est simplement les demandes d'ouverture démocratique et de plus de liberté, hein, qui ont été faites donc comme cela dans différents pays en Afrique par les populations dans les années 90 à peu près. Voilà, donc il y a ce qu'on a appelé ce fameux vent de l'Est, donc la chute du mur de Berlin et puis l'effondrement de l'URSS, donc qui finalement donc a marqué, on va dire, la victoire du bloc
on va dire, démocratique ou bien du bloc blanc sur le bloc rouge, et cela donc entraînant des revendications de liberté, donc disant que finalement tous les systèmes autoritaires n'avaient plus du tout leur place compte tenu de l'échec qu'ils qu'ils avaient connu. Voilà. Donc, au niveau, par exemple, du Togo, comment est-ce que cela s'est manifesté? Donc, au niveau de la narration, est-ce qu'il nous a dit, c'est qu'on a assisté comme ça à une grève générale de plus d'un an. Donc, ce qui est quand même énorme. Hein. Donc, avec des gens qui n'allaient plus du tout euh, au travail. Hein. Donc, les gens ne travaillaient plus du tout, les entreprises fermaient. Donc, comme on l'a un peu vu avant, il y a eu de grands désinvestissements qui ont été faits au niveau de l'économie. Donc, c'est relativement lourd quand même comme tribut qui a été payé pour ces revendications démocratiques là. Donc, l'autre élément comme cela que l'on peut aussi noter, c'est qu'il y avait donc des assemblées populaires par ville. C'est-à-dire donc que, on peut dire, c'est vraiment la démocratie dans la rue. Hein. Cette démocratie dans la rue, ça fait un peu penser à ce fameux mouvement. Je pense que vous avez peut-être été au courant de ce qui s'est passé récemment, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit de Occupy Wall Street, que ce soit en France. Donc ces fameux mouvements en fait qui finalement on parle de ces fameuses démocraties participatives. Hein. Voilà, c'était un peu ce qui s'est produit là au niveau du Togo. Et on sait aussi très bien que le même genre de mouvement s'est aussi produit au Cameroun, par exemple, notamment avec ce fameux parlement, donc parlement des étudiants, donc où ils se rendaient au stade Mateko, puis ils débattaient de tous les sujets, et puis on votait, et puis on décidait de quelle était la ligne à suivre. Donc voilà, c'est un peu vraiment la démocratie, on va dire la démocratie par la rue, la démocratie directe qui s'exerçait comme ça, donc au niveau de ces assemblées populaires, voilà, et qui aussi accessoirement joueront le rôle de tribunal, donc ce qui va créer enfin ce qui va aboutir finalement au meurtre de Félix Bagamo, mais on reviendra dessus ultérieurement. Donc en gros, assemblée donc populaire dans les villes, et aussi donc jouant le rôle de tribunal historique. Hein, c'est-à-dire que tous les personnages ou toutes les personnes qui avaient exercé le pouvoir ou bien qui ont exercé le pouvoir ou qui exerçaient le pouvoir à un certain moment ou à un autre, étaient sommés de répondre de leurs actes devant le peuple. Hein, voilà, donc ce qui est quand même relativement fort comme manière de rendre la justice, je pense que vous en conviendrez tous. Un autre élément, par exemple, qu'on a aussi noté, c'est que toutes les forces, par exemple, de répression, toutes les forces de répression étaient à l'abandon. C'est-à-dire que les policiers, par exemple, ne pouvaient plus sortir qu'en civil, par exemple. Le pouvoir était à ce moment-là, on peut dire, véritablement aux mains du peuple, voilà. Et donc, en plus donc des assemblées maintenant par ville, donc on avait aussi des assemblées, une sorte d'assemblée nationale populaire. C'est-à-dire que chaque ville élisait son représentant, et le représentant de la ville était donc envoyé au niveau national, donc à la capitale, pour débattre finalement de tous les problèmes du pays. Donc, on est vraiment là dans un modèle, mais alors on va dire parfait, donc d'une démocratie qui se met en place. L'autre aspect que l'on peut aussi comme cela noter, c'est que au niveau donc, des revendications démocratiques, elles se sont aussi accompagnées d'un vaste mouvement anti-français. C'est-à-dire qu'il y avait un vaste mouvement anti-français, donc comme aussi on peut l'observer maintenant, donc qui existe toujours, voilà, donc qui est toujours là existant en Afrique. Donc un vaste mouvement anti-français en disant, mais voilà, vous êtes l'ancienne puissance coloniale, vous avez toujours soutenu le pouvoir qui nous opprime, donc si nous on veut se libérer, il faut aussi qu'on se libère de vous. Je veux dire, c'est juste la normalité des choses. Donc avec comme cela des expulsions aussi qui ont été faites, notamment par notamment l'expulsion de la femme française de l'ancien préfet, donc du préfet qui était là à l'époque, on va dire peut-être dans les années 1990. Il y avait aussi justement le contrôle de l'information, donc forcément donc on va dire une sorte de réaction du pouvoir qui était de contrôler l'information, c'est-à-dire que d'interdire par exemple l'importation de journaux étrangers ou bien de diffusion de chaînes de radio, télé étrangères et puis ainsi de suite. Voilà, donc simplement parce que cette information-là n'était pas du tout contrôlée, parce que il est quand même, on va dire, relativement impossible pour ce pouvoir-là de contrôler par exemple ce que va dire un journaliste étranger. Voilà. Et
l'autre élément aussi justement, et c'est un peu vraiment l'objet de vos discussions et ce sur quoi je souhaiterais éventuellement que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est la destruction donc, de tout ce qui est monument et puis symbole de la période coloniale. Hein. Donc là, par exemple, on sait que Didier Sommoc, donc qui était le leader hein, de la revendication au niveau de l'ISAO, et on sait que Didier Sommoc, par exemple, il s'est rendu au niveau de la statue du général Foch, donc général français, je ne sais pas si c'est général ou maréchal Foch, il a pissé dessus et au final il a détruit la statue. Donc comme ça, oui, je suis curieux comme ça que vous me disiez si vous pensez que à l'heure actuelle, donc en Afrique, il faut conserver tout ce qui est monument et puis statue issue de la période coloniale, que ce soit française ou bien allemande. Donc, il y a à savoir aussi, hein, peut-être c'est un élément quand même qui est intéressant à mettre dans la discussion, c'est que la conservation de ces monuments et de ces statues n'est pas, d'après les informations que j'ai obtenues, n'est pas du tout assurée par les gouvernements africains eux-mêmes, mais elle est assurée par l'aide au développement. Donc, c'est-à-dire que c'est l'aide en fait au développement, c'est des fonds d'aide au développement qui sont accordés par les anciennes puissances coloniales qui permettent en fait d'entretenir donc ces statuts-là. Donc voilà, je vous laisse à vos claviers et puis à vos computers et puis à, comment je disais, oui, et puis à vos smartphones pour me dire si vous pensez que on devrait conserver ces monuments et si on devrait les intégrer comme une part de notre patrimoine et puis arrêter donc justement ces mouvements de contestation ou bien ces mouvements qui visent à les détruire. Hein, voilà. Donc est-ce que même par exemple, ça peut aussi être intéressant aussi à noter, c'est qu'est-ce qu'on peut par exemple rapprocher des mouvements visant à détruire ces statuts comme par exemple des mouvements de type extrémiste, comme on a vu des extrémistes islamiques où ils détruisent tout ce qui n'est pas islamique, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce genre de mouvement en Afghanistan, donc où les statues de Bouddha, par exemple, ont été détruites simplement parce que il s'agit d'une autre religion. Donc, je suis curieux de connaître vos commentaires à ce sujet, voilà. Et puis, comme ça pourrait aussi faire l'objet d'une discussion. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, donc il y a donc justement donc une révolution, hein, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une révolution, hein, c'est-à-dire que c'est une révolution démocratique. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une sorte de printemps démocratique comme cela qui a eu lieu et qui s'est soldé sur un échec. C'est-à-dire qu'au final, donc l'armée a repris le pouvoir. Sûrement avec l'aide de quelques mercenaires, les personnalités du pouvoir qui avaient même fui à l'étranger donc sont finalement revenus et puis ont repris le cours donc des affaires et il y a vraiment une sorte de sentence, hein, donc on a un échec, hein, c'est-à-dire qu'il y a une tentative finalement de démocratiser la société qui se solde par un échec. Et ce qui est hallucinant, c'est que euh, le fin mot, on va dire, le fin mot de cette révolution sera en fait donné par la fille de Félix Bagamo, donc qui a été tué, on va aussi le décorer plus tard, hein. Donc de Félix Bagamo qui était, comme on l'a dit, le ponte de la politique locale à l'Issao, et c'est en fait sa fille qui va donner le fin mot de cette révolution, hein. C'est relativement intriguant que ce soit elle qui le donne, mais bon voilà, c'est elle qui l'a donné, et puis à mon avis, ça semble aussi être très juste. Donc qu'est-ce qu'elle dit en fait? Elle dit en fait que l'échec de cette révolution est lié au fait que les gens n'ont pas compris que la politique, ce n'est pas jouer aux justiciers, ce n'est pas jouer aux oraux. Voilà. Ça peut pas me rappeler la Révolution française, hein, par exemple, parce que quand on regarde très bien, je pense que ce genre de mouvements-là, ils sont totalement inspirés de la Révolution française, hein, c'est véritablement ça, ou bien de la Commune même, par exemple, c'est le même type de mouvement. Et on sait par exemple que la Commune, à un moment, s'est accompagnée d'un mouvement de terreur, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une période de la terreur, hein, qui finalement a entraîné le rétablissement on va dire, d'un pouvoir fort, hein, notamment au niveau des Napoléon. Enfin, je ne connais pas le détail de l'histoire, mais en gros, il y a quand même eu le rétablissement d'un pouvoir fort, hein, puis de l'Empire après qui s'est mis en place. Donc,
Ce qui est quand même donc intriguant justement à noter, ben, c'est justement cela. C'est en fait qu'elle dit, ben, ce n'est pas en fait en jouant le rôle de justicier, parce que finalement, jouer le rôle de justicier, en fait, c'est quoi? C'est d'établir la terreur. Donc, que peut-être l'échec, donc finalement, de ce mouvement-là. Bon, je pense pas aussi qu'elle le disait forcément étant de bonne foi, hein, mais il n'en demeure pas moins que le constat, en fait, que la fille de Félix Bagamo fait concernant le résultat, hein, donc l'échec de cette révolution, il est quand même cinglant. C'est que forcément, si vous faites une révolution en voulant faire la justice, par exemple, ben, il y a peut-être de fortes chances que cela crée des forces contre-révolutionnaires qui vont finalement bloquer tout le paysage. Hein, enfin, donc bloquer toute évolution, on va dire. Donc c'est relativement intéressant à mon avis. Et l'autre chose aussi qu'elle dit, c'est que ben, ils n'ont aussi pas compris que la révolution, ce n'est pas une affaire de diplôme. Ça aussi, peut-être, c'est un aspect intéressant parce que on se serait peut-être, enfin, ça m'intrigue aussi énormément parce que quelque part, on se serait pas attendu à ce que justement on reste dans ce mouvement populaire. Hein. Donc, comme on l'a dit avec ces assemblées populaires et puis ainsi de suite. Mais d'après elle, ce qui peut aussi relativement être intriguant parce que quand on sait par exemple que Didier Somok, qui était par exemple le leader donc de la révolution hein, au niveau de l'ISAO et était un universitaire, donc il a fait l'université, il a été aussi enseignant au lycée de l'ISAO, et donc lycée qu'il a fréquenté à l'époque avec Paul A. Donc ce qui laisse entendre que sûrement donc il a fait l'école comment on peut dire ça? Il a fait l'école normale, hein, une sorte de l'école normale supérieure. Donc, c'est une sorte d'agrégé qui a des diplômes pour enseigner. Donc, et on sait aussi que ce qu'elle dit, en fait, n'est pas, donc, que la révolution n'est pas une affaire de diplôme. Ça veut peut-être aussi dire que euh, c'est peut-être pas. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être essayé de mettre en place une sorte de système de la méritocratie et que ce n'est pas peut-être par la méritocratie qu'on peut arriver à changer un pays. En tout cas, c'est très intriguant parce que de prime abord, on serait quand même tenté de dire que mais cette fille-là, elle est totalement en train d'halluciner parce qu'elle raconte ne tient pas du tout la route. Il faut quand même qu'à un moment ou un autre, on puisse rendre la justice quand il y a un changement de régime qui se produit dans un pays et que d'une autre manière aussi, quand même que ce soit les plus méritants au lieu que ce soit un système de favoritisme et puis ainsi de suite. Maintenant, je pense quand même que son point de vue, il donne à réfléchir. Hein, il donne à réfléchir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rejeter comme ça de prime abord. Et il peut expliquer finalement pourquoi est-ce que cette révolution-là, donc il y a eu au Togo et puis qui est décrite dans l'Issaoé de Théo Ananiso est un échec. Donc à savoir que les révolutionnaires, si on peut les appeler comme ça, ont joué le rôle de justicier, donc de Zorro, en voulant régler finalement leur compte avec l'histoire, alors que peut-être qu'il y avait une autre manière de pouvoir aborder la question. Et puis l'autre chose aussi, c'est que finalement, peut-être c'est une révolution qui s'est coupée de sa base populaire en mettant l'accent excessivement sur la méritocratie. Donc, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont le diplôme finalement qui doivent être appelés à dominer et puis à diriger et puis à donner les directions, donc à donner la direction dans laquelle le pays doit aller. Donc voilà, à mon avis, j'ai noté ça véritablement comme étant l'une des raisons pour lesquelles la tentative, on va dire, de révolution progressiste. Hein. C'est parce qu'il faut peut-être donner un nom à cette révolution. Donc la tentative de révolution progressiste qui a eu au Togo s'est soldée par un échec. Et donc maintenant, donc on va entrer dans le vif du sujet, voilà, donc le vif du sujet qui est l'équilibre des pouvoirs donc dans l'Issaoui. Parce que finalement, en fait, à quoi est-ce qu'on assiste dans ce roman? Parce que qu'est-ce que ce roman en fait nous montre finalement? C'est-à-dire que ce roman en fait nous montre comment est-ce que on va dire, le contrôle des armes ou bien l'équilibre des pouvoirs se définit ou se met en place dans ce pays-là et comment est-ce qu'à un moment, certains individus veulent faire basculer en leur faveur cet équilibre des pouvoirs. Donc voilà finalement tout le contexte en fait que les fameux événements politiques là révèlent et on arrive en fait, nous, simplement, donc au niveau du roman, donc à une période où finalement les événements ont déjà eu lieu, où on va dire ça, le, comment je peux dire ça, les sphères, on va dire, une sphère d'influence, je vais repréciser ça ultérieurement, donc la sphère d'influence qui dominait le pays réussit finalement à conserver le pouvoir et à évincer tous ceux qui voulaient le contester. Donc, à mon avis, c'est central ici, comme
comment je dirais ça, comme lecture hein, de Lissao et de Théo Ananiso. C'est-à-dire que quand en fait je parle donc d'équilibre des pouvoirs, je veux un peu bien définir cela. Donc je parlais en fait tout à l'heure de sphère d'influence. C'est-à-dire que de sphère d'influence, c'est-à-dire que ce que j'ai en fait noté, c'est qu'on peut par exemple faire on peut diviser en fait la société togolaise telle qu'elle est décrite dans Lissao en deux parties en gros. C'est-à-dire qu'on peut vraiment trouver deux ce que j'appelais finalement sphère d'influence ou bien on peut dire classe. Bon, je ne sais pas si vraiment le terme de classe a toute sa place là-dedans. Donc, disons que ça oscillera entre sphère d'influence et puis classe. Et puis, ben, si j'utilise peut-être classe, entendons ça comme sphère d'influence. C'est-à-dire que comme en fait des centres de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a différents centres de pouvoir en fait qui au final visent à contrôler, à maîtriser, à contrôler les âmes et puis à contrôler le pays par la suite. Voilà, en gros, si on peut résumer ça comme cela. Donc, il y a en fait donc, à un échelon national. Hein, donc, il y a deux sphères, par exemple, en tout cas, deux sphères comme ça qui s'opposent hein, à l'échelon national. C'est-à-dire que donc on a comme ça la sphère du général, voilà, dans la sphère du général, donc qui a fait le coup d'État au premier président, par exemple, puis qui a aussi pris le pouvoir, et qui après, donc lui, donc, on voit très bien la figure hein, donc, du général Eyadema qui fait le coup d'État contre Olympio. Hein, voilà, donc c'est à peu près, il me semble que c'est dans cette compréhension des choses-là qu'il faut aller. Et puis, ben, en face de lui, donc, il y a des opposants qui ont aussi fait différents coups d'État. J'ai noté deux. Et il y a notamment le Patrice Lemungu, j'ai plus le nom très bien en tête. Et puis, il y a le Banzaba, aussi l'autre opposant Banzaba, voilà, qui a aussi fait un autre coup d'État. Donc, il y a vraiment à l'échelon national, donc, on va dire deux, finalement, sphères d'influence, en fait, qui visent à contrôler le pays. C'est-à-dire qu'il y a donc la sphère du général, donc ceux qui ont le pouvoir. On va dire un peu une sorte de conservatisme comme ça, donc, plutôt une sorte de sphère conservatiste, et puis il y a l'autre sphère qu'on pourrait éventuellement appeler la sphère progressiste. Hein, voilà, donc au niveau national aussi avec donc pouvoir-opposition. Donc il y a une première lecture comme cela, à mon avis, qui peut déjà être faite à ce niveau-là. Et au niveau local maintenant, ce qui nous intéresse peut-être beaucoup plus, c'est le cas de l'Issao. Et au niveau de l'Issao, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que il y a en fait deux, comment dire ça, moi j'ai en fait appelé ça deux stades, hein. C'est-à-dire qu'il y a en fait un stade historique de la lutte de pouvoir et puis un stade, on va dire, récent de la lutte de pouvoir. Je vais un peu m'expliquer dans ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle en fait le stade historique de la lutte de pouvoir, il y a en fait le conflit entre Félix Bagamo et puis le père Douézi. Donc là, c'est fondamental aussi pour comprendre en fait tous les événements finalement politiques dans les revendications démocratiques qui vont se mettre en place par la suite. Et en fait, qu'est-ce qu'on note simplement? C'est-à-dire que peut-être je vais déjà commencer par expliquer donc le stade en fait historique donc, de cette lutte de pouvoir là, hein, entre Félix Bagamo et puis le père Douézi, parce que ça va nous expliquer toute la dynamique par la suite qui sera prise, ça va nous expliquer en fait toute la dynamique des mouvements en fait, comment dire, de demandes hein, de demandes démocratiques qui seront faites par la suite. Donc, la question, par exemple, justement, à laquelle on est amené, enfin, la question qu'on est amené à se poser, ben, c'est finalement qui est donc ce Félix Bagamo? Parce que finalement, si on dit que Félix Bagamo, c'est, on va dire, l'un des pôles de ce conflit de pouvoir avec le père Douézi, ben, ça veut dire qu'on doit quand même s'interroger de qui il est, quoi, hein? Donc, qui est-il exactement? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend en fait? Donc, on apprend en fait que déjà, si on peut peut-être dire les choses de manière sommaire, hein, c'est-à-dire que Félix Bagamo, il appartient donc à ce que j'ai appelé le pôle conservatiste. C'est vraiment le pôle conservatiste qui veut en fait garder le statu quo, qui veut que finalement le général continue à garder son pouvoir et que les relations d'influence qui existent à l'heure actuelle, donc notamment avec la France et puis ainsi de suite, demeurent. Donc lui, il est vraiment pour que les choses restent comme cela et que rien ne change parce que c'est bien ainsi et tout le monde est heureux comme ça. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on sait en fait de lui? Donc, on peut dire vraiment qu'il appartient à une sorte de bourgeoisie administrative. Hein. Donc, c'est aussi un autre aspect comme ça qui est relativement intéressant. Donc, c'est que on est véritablement d'un pays où il y a en fait deux choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bourgeoisie, ou alors au niveau de l'Issao, et donc il y a une bourgeoisie administrative, c'est-à-dire en fait donc de gens qui appartiennent à l'administration, que ce soit l'administration du territoire, que ce soit différentes administrations publiques, par exemple, les écoles, les hôpitaux, et puis ainsi de suite. Et donc, qui finalement, par ces positions-là,
positions-là, ou bien la police, par exemple, donc qui finalement par cette position exerce son pouvoir sur la population. Voilà. Il y a aussi une petite bourgeoisie commerçante comme cela, mais qui est totalement inféodée à la bourgeoisie administrative. Hein. Donc on peut vraiment les insérer aussi dans cette bourgeoisie administrative. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la paysannerie. Donc on fait la paysannerie, c'est-à-dire que c'est tous les ratés, hein, on va dire tous les ratés, tous ceux qui n'ont pas pu accéder à l'administration, donc en gros. Et ce qu'on peut aussi noter comme cela, c'est qu'il y a une circulation, c'est-à-dire que il n'y a pas, par exemple, de sécularisation de la bourgeoisie administrative. Je pense que vous le comprenez très bien. C'est-à-dire qu'on entre dans la bourgeoisie administrative soit par un concours, soit parce qu'on a été proposé par quelqu'un, par différents rapports d'influence ou bien différents rapports de clientélisme, par exemple. Donc, ce qui fait que quelqu'un, et c'est ça le cas, hein, c'est-à-dire que la plupart, comme notamment Félix Bagamo, il a été un paysan, c'est-à-dire qu'il est né dans une famille de paysans et puis ben, il a fait des études, puis il s'est retrouvé donc dans cette fameuse bourgeoisie administrative. Hein. Donc il y a cette circulation comme cela. Donc en gros, si on peut peut-être noter les choses, c'est-à-dire que le paysan, en fait, finalement, c'est celui qui attend d'entrer dans la bourgeoisie administrative. Et on peut même encore, parce que c'est encore l'autre aspect intéressant, et c'est pour ça que je trouvais que les propos de la fille de Félix Bagamo étaient très intéressants, c'est que quand elle dit que il parlait de méritocratie. Ça veut en fait dire quoi? Ça veut en fait dire que, donc, que pour eux, la révolution, c'est une question de méritocratie. Ça veut en fait dire que eux, ils estiment donc que, puisque nous, on a les diplômes, on doit aussi entrer dans cette bourgeoisie administrative-là. Et donc, c'est justement ce que, en fait, finalement, donc, on peut même lire cette révolution que ces jeunes ont essayé de faire à un moment, cette révolution démocratique progressiste. On peut la lire sous l'angle de à partir donc des diplômes que nous avons obtenus à l'université, nous aussi, nous voulons entrer dans la bourgeoisie administrative d'où nous sommes exclus. Donc, c'est une très belle manière de voir les choses. Donc, ils étaient exclus de ces bourgeoisies administratives et peut-être que ce mouvement démocratique n'était simplement qu'une sorte de moyen pour eux voilà, de demander à entrer aussi, à pénétrer cette bourgeoisie administrative. C'est une lecture qui peut être faite, en tout cas, elle nous est proposée par la fille de Félix Bagamo et à mon avis, elle n'est pas du tout dénuée de sens, hein, même si on peut dire qu'elle est totalement partisane. Voilà. Donc, qui est donc notre Félix Bagamo? Voilà. Qui est Félix Bagamo? Donc, ce que l'on sait de Félix Bagamo, c'est que, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, donc il est d'extraction paysanne, hein, voilà. Et on sait aussi que dans Félix Bagamo, il a été secrétaire d'État à la présidence du Conseil en 1956 dans le gouvernement de Guy Mollet. Donc, c'était un personnage important. Il était très, très important dans le pays. Il a été gouvernement, voilà. Donc, il a été dans le gouvernement de Guy Mollet en tant que secrétaire d'État. On sait par exemple que de par ses activités politiques, ben, il a rencontré les grands responsables africains et puis européens de l'époque. Il y a même notamment Senghor qu'il a rencontré. On sait même que Senghor était même venu visiter, enfin, était venu lui rendre visite dans sa maison de l'Issaoué, par exemple. Non, qu'est-ce qu'on sait encore d'autre de lui? On sait par exemple que comment dire ça? On sait par exemple que voilà. Non, et donc aussi que Félix Bagamo, ben, il a aussi eu il a aussi été ministre hein, dans le gouvernement local, donc dans le gouvernement du Togo. Il a aussi été ministre. Il a eu une grande influence au sein du pays. Sa fille, par exemple, nous dit qu'il a aidé beaucoup de gens. Donc, on comprend très bien que quand on dit en Afrique, il a aidé beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'en fait, il a aussi créé un réseau d'influence. Hein, il a créé une sphère d'influence. Donc, c'est par rapport donc à cela, en fait, que moi, à mon avis, par rapport à tout ce rôle, on sait par exemple que ben, au niveau, donc il était un fidèle des fidèles du général. On sait par exemple que Félix Bagamo, ben, on l'apprend par la suite, il était un espion, par exemple, pour le compte de la France, c'est-à-dire que dès qu'il venait de faire un conseil des ministres, ben, il traversait pour aller à l'ambassade et puis ben, il disait tout de ce qu'ils avaient décidé au conseil des ministres. Voilà, donc Félix Bagamo, finalement, il a créé un réseau d'influence. Et donc, au niveau de l'Issaoué, pour moi, à mon avis, donc, dans cette lutte de pouvoir là qu'il y a à l'Issaoué, Félix Bagamo est l'un des pôles
principaux, donc notamment le pôle conservateur, le pôle conservateur, on va dire, c'est peut-être lui le chef, hein, si je peux dire comme ça, le chef donc historique de ce pôle conservateur-là. Et donc comme cela, donc autour de lui, grâce à son influence, à son réseau, et puis ainsi de suite, ben, il a par exemple pu s'entourer notamment de la police, par exemple, de l'administration. Il a pu avoir l'administration avec lui. On sait par exemple que Pierre Ndimongu, donc l'ami de Paul A, celui qui va un peu comme cela servir de guide à Paul A durant son séjour à l'Issaoué, lui aussi c'est une fabrication totale de Félix Bagamo. Donc il était totalement fabriqué par Félix Bagamo parce que Pierre Ndimongu aussi c'est quelqu'un qui est issu de la paysannerie aussi, voilà, et qui s'est élevé par les études. Et on sait même que le père de Paul A, hein, par exemple, parce que Paul A, il nous raconte une scène comme ça où son père, il avait 16 ans, puis son père l'avait amené chez Ndimongu. Donc on peut parler, voilà, donc il avait amené chez Ndimongu. On reviendra encore sur même ce que veut dire exactement, non, excusez-moi, il avait amené chez Félix Bagamo. On peut même revenir, enfin je reviendrai tout à l'heure sur ce que veut dire exactement cette visite qu'ils étaient allés rendre à Félix Bagamo, parce qu'à mon avis, elle a une interprétation beaucoup plus profonde. Et ce qu'on peut noter, c'est que oui, donc le père de Paul A, donc qui était le gérant de la société, la SCKN, donc cette fameuse société commerçante là, hein, ces anciennes sociétés coloniales qui faisaient du commerce de différentes marchandises, ainsi de suite, donc de l'import-export. Donc on sait par exemple que lui aussi, il rendait des visites régulières à Monsieur Félix Bagamo et que il le soutenait, quoi. Il lui disait par exemple, saluez le général de ma part, par exemple. Voilà, donc comme quoi, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la bourgeoisie commerçante, on peut dire ça, parce que le père de Paul A, gérant de la SCKN, faisait partie de la bourgeoisie commerçante. Cette bourgeoisie commerçante, donc comme je le disais tout à l'heure, elle est totalement inféodée à la bourgeoisie administrative. Voilà, si on peut dire les choses comme cela. Donc, on a donc le premier pôle comme cela, donc de pouvoir, un pôle d'influence qui est donc celui historiquement mené au niveau de l'Issaoué par Félix Bagamo, le pôle conservateur. Et puis, on a le pôle progressiste, hein, voilà, donc le pôle progressiste. Et là, donc le pôle progressiste, à mon avis, donc historiquement, il est animé par le père Douézi. Le père Douézi. Donc le père Douézi, en fait, il était l'aumônier du lycée où Paul A fréquenté. Il est né en Algérie française, hein, donc c'est un fils de colon, il est né en pleine colonisation. Donc il a exercé au lycée. On sait qu'il avait une bibliothèque qui était très fournie. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles donc, Paul A s'est approché de lui, donc parce qu'il avait cette bibliothèque-là et qu'elle lui permettait d'accéder aux livres et aux informations venant de l'étranger. On sait aussi qu'il animait des cours de religion. Il animait des cours de religion où aussi Paul A se rendait avec notamment Gabriel Nam. Et ses positions, en fait, et c'est là où, par exemple, donc justement, parce que peut-être je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est qu'il y a aussi Ville Cruelle, hein, Ville Cruelle de Esaboto, qui est... donc, dont Théo Ananiso fait un clin d'œil dans l'Issaoué, voilà. Et au niveau, par exemple, donc, de la description, par exemple, sociale, hein, dans Ville Cruelle, je pense que pour ceux qui l'ont lu, vous avez noté que c'est un roman, en fait, qui, en gros, coupe la société en deux, hein. Donc, le même type de modèle, il y a la paysannerie d'une part, et puis il y a la bourgeoisie administrative et commerçante d'autre part, où la bourgeoisie administrative commerçante, à cette époque-là, était plutôt coloniale, voilà. Et puis les commerçants, c'était les Libanais et ainsi de suite. Et donc on sait par exemple que dans Ville Cruelle, justement, donc il y a cette comment dire ça, cette structuration de la société de telle manière là, ça marque en fait une domination. Enfin, elle traduit la domination des colons sur la population locale, quoi, hein, grosso modo. Et donc il reprend en fait, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'il reprend en fait à peu près, hein, donc Théo Ananis dans l'ISAO, le même type de structuration. Donc on va dire que en gros la bourgeoisie commerçante, voilà, au lieu des Libanais, on a plutôt ces anciennes sociétés coloniales, là, par exemple. Et puis, au niveau de la bourgeoisie administrative, au lieu des colons, donc de l'administration française, on a plutôt des personnes de l'administration locale, hein, donc on va dire des indigènes, des autochtones, hein, si on peut dire ça comme ça.
Mais en gros, c'est le même type de fonctionnement, hein, dans le fond, qui est repris par rapport à Ville Cruelle. Mais sauf que, et c'est là où justement c'est intéressant, sauf que dans Ville Cruelle, par exemple, les, comment dire ça, l'évêché, hein, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que dans le corps en fait des prêtres et puis ainsi de suite, sont au service de l'administration coloniale, hein, totalement au niveau de l'administration coloniale. C'est peut-être aussi le cas ici dans l'Issaoui, mais en tout cas la figure du père Douézi quand même qui devient comme une sorte de centre, hein, de ce pôle, ce que j'ai appelé vraiment le pôle progressiste, est significatif, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment là un prêtre français né dans un système colonial, en fait, né en Algérie française dans le système colonial, qui finalement, en fait, au lieu de soutenir, hein, ce système colonial, ou alors, enfin, ou même ce système de domination là, hein, parce que finalement, dans le fond, on sait très bien que si Didier Somok en arrive à aller pisser sur la statue du maréchal Foch, et que quand les demandes, les revendications démocratiques surgissent, et qu'elle s'accompagne d'un sentiment anti-français, cela veut très bien dire que les personnes, dans leur analyse de la situation, estiment encore que, au moment où les événements se produisent, la France continue à exercer sur leur pays une domination très forte. Donc, que le père Douézi, donc qui soit français, décide voilà, d'entrer dans ce mouvement progressiste, d'être pratiquement anticonformiste et d'encourager plutôt les autochtones à une émancipation, ne peut qu'interroger et puis ne peut que intriguer, hein, justement. Donc moi, je le place comme cela, comme étant au centre, on va dire le chef, hein, si on peut dire ça comme ça, dans le chef, de ce qu'on peut appeler une sorte de mouvement progressiste. Un mouvement progressiste qui vise à l'évolution, à l'émancipation des populations locales. Voilà. Et donc c'est vraiment le premier stade, donc en fait, de cette lutte de pouvoir, on va dire, au niveau historique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les événements, donc les événements dans les revendications démocratiques, ou bien ce qu'on a appelé la révolution démocratique, hein, peut-être commençons à l'appeler comme cela, donc la fameuse révolution démocratique a eu lieu, ben, cette lutte de pouvoir, en fait, là, va se déplacer, va se décaler au niveau d'une génération plus récente, hein. Et au niveau de cette génération plus récente, ça sera notamment donc Pierre Ndjimongu, qui en fait donc a été, on va dire, c'est une fabrication totale de Félix Bagamo, donc c'est lui qui va vraiment jouer au niveau de l'ISAO, et donc le rôle de chef, hein, de l'aile, on va dire, conservatiste, et puis ben, Didier Somok, qui va jouer donc le rôle, voilà, qui va en fait reprendre après l'expulsion du père Douézi par Pierre Djimangu, qui va reprendre donc l'aile plutôt progressiste donc du mouvement. Donc comme on voit, donc il y a vraiment tout le pays qui est traversé, on va dire, par cette tension-là entre une sorte de pôle progressiste et puis de pôle conservatiste, et où, bon, pour l'instant, c'est toujours le pôle conservatiste qui a réussi à garder le pouvoir, et l'aile progressiste s'est toujours soldé par un échec. Donc, au niveau du père Douézi, qu'est-ce qu'on peut déjà noter? On peut donc noter qu'au niveau de sa sphère, hein, ce qu'on peut dire de sa sphère, donc de sa galaxie, de différentes personnes en fait sur lesquelles il a pu avoir de l'impact, par exemple. Donc on sait que par exemple, il a eu beaucoup d'impact sur Paul A, par exemple. C'est-à-dire que par les journaux qu'il faisait entrer dans le pays, par les lectures auxquelles il exposait, donc il a eu beaucoup d'impact sur Paul A, sur sa manière de percevoir la vie politique. Et on va revenir dessus pour mieux comprendre justement qui est même en fait ce Paul-là, qui est notre narrateur principal. Et au niveau donc de Gabriel Nam, par exemple, aussi, on sait que Gabriel Nam, par exemple, a suivi les cours bibliques, hein, avec Paul A du père Douézi. Donc, on peut aussi le ranger comme étant dans la sphère d'influence du père Douézi, donc dans la sphère progressiste. Et par la suite, au niveau de son comportement pendant la révolution démocratique, il va être clairement aussi du côté de la sphère progressiste. Et ben forcément aussi Didier Somok, hein, c'est-à-dire que Didier Somok aussi qui est un fils de paysan, on va dire tous, hein, Gabriel Nam c'est un fils de paysan, Didier Somok c'est aussi un fils de paysan. Et qu'est-ce qu'on va en fait noter? On va en fait noter que ben, Didier Somok par exemple, ben, son cas est relativement intéressant. On sait par exemple que ben, dès le lycée déjà il était très contestataire. Par exemple quand Paul avait été nommé délégué
délégué de classe, parce qu'il avait eu de bonnes notes, ben, il a contesté cela de manière vraiment très véhémente en se tapant comme cela les biceps. Et donc, il a fallu quand même que Paul A aille discuter avec lui et puis lui dise, mais écoute, ben, au lieu de t'en prendre à moi, ben, fais tout pour sortir de la misère dans laquelle tu vis. Donc, en lui montrant en fait la maison, la case, hein, en pissé et puis en toit de chaume dans laquelle il habitait. Donc, et on sait que c'est à partir de là, par exemple, que ben, Paul a commencé donc aussi à aller chez le père Douézy pour lire. On sait qu'il s'intéressait par exemple beaucoup à l'histoire de l'Afrique. Donc, il a beaucoup lu des choses sur l'histoire de l'Afrique et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire donc, justement, et je pense que dans ce sens, c'est la raison même pour laquelle finalement Paul Ndimongu a voulu que le père Douézy s'en aille donc, et l'a fait expulser, c'est parce qu'il a très bien remarqué, et puis ce qui est vrai, c'est qu'il avait vraiment un rôle en fait comme voilà, d'objecteur de conscience comme cela, de susciter l'éveil de nouvelles consciences. Hein, voilà. Donc, au niveau donc de la sphère, on va dire, donc de la galaxie de Paul Douézy. Et donc finalement, donc tout le roman de donc tout l'Issaoué en fait, donc tout le roman, voilà. Donc l'Issaoué, c'est la confrontation, c'est le conflit donc entre la sphère d'influence de Félix Bagamo et la sphère d'influence du père Douézy. Donc entre le milieu conservateur, donc qui est constitué par la bourgeoisie administrative et puis commerçante, et on va dire le milieu progressiste qui est constitué par des fils de paysans qui se sont élevés dans la société par l'éducation, qui ont eu des diplômes et qui à un moment n'ont pas pu avoir leur place dans la société et n'ont pas trouvé d'autres alternatives que d'entrer voilà, que de susciter une révolution démocratique pour pouvoir aussi, eux, prendre aussi des places qu'ils estimaient être les leurs dans cette société-là. Voilà, donc ça nous permet donc comme cela de pouvoir mieux maintenant entrer donc en profondeur et d'avoir compris finalement donc quelle était finalement la dynamique de base, hein, la dynamique de base comme cela donc dans le roman l'Issaoué, donc à savoir en fait la confrontation entre la sphère conservatiste qui est vraiment une fabrication au niveau de l'Issaoué de Félix Bagamo et puis ben, la sphère progressiste qui a été aussi fabriquée, hein, si je peux utiliser le même terme, par le père Douézy à l'Issaoué. Voilà. Donc, ce qui nous amène donc à qui est Paul A. Finalement, qui est Paul A? C'est-à-dire que Paul A, en fait, c'est le narrateur. C'est celui qui nous raconte l'histoire. C'est celui qui... il a 34 ans déjà, peut-être si on peut dire ça comme ça. Donc, il a 34 ans au niveau où l'histoire se déroulait. On sait que il a quitté l'Issaoué 15 ans auparavant pour se rendre en Allemagne pour faire ses études. Donc, ce qui nous laisse penser donc qu'il a quitté l'Issaoué. Il devait avoir 19 ans à peu près, donc âge où il a obtenu son baccalauréat dans cette ville-là. On peut aussi estimer qu'il a eu son baccalauréat avec certainement une très bonne mention parce que c'était un bon étudiant. Hein, on dit donc quand même il allait rendre visite à Monsieur Laine qui était le proviseur du lycée à cette époque, en fait qui est le proviseur du lycée à l'époque où il revient. Donc il retrouve dans les archives du lycée et il est aussi surpris hein, par ça justement parce qu'il pensait que mais hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est une société où l'histoire n'existe pas, où on s'en fout finalement de ce qui s'est passé. Sauf quelques exceptions, donc comme la fameuse statue du maréchal Foch, et puis ben, bizarrement aussi, il arrive à sortir les archives donc, de notes de Paul A, ce qui l'a surpris aussi, hein, beaucoup. Donc il y a cela, et donc, ce qu'on sait, c'est qu'il a passé son adolescence, hein, donc il a fait le collège à l'Issaoué, donc on va dire peut-être dans un système français de la 6e à la 3e, et aussi le lycée donc de la seconde à la terminale à l'Issaoué, et que son père était le gérant de la SCKN. Hein. Dans la SCKN, c'est cette fameuse société-là coloniale. Hein. Donc c'est ces sociétés qui ont fait la traite négrière, qui ont fait le commerce pendant la colonisation, qui ont eu les comptoirs coloniaux. Par exemple, quand on vous parle des comptoirs coloniaux, ainsi de suite, c'est ces genres de sociétés-là qui se sont transformées simplement, donc qui ont transformé au fil de l'histoire leurs raisons sociales en fonction de l'évolution, on va dire, du capitalisme mondial. Voilà. Donc,
ce qui est déjà intéressant, et l'autre chose peut-être aussi qu'on sait, c'est que il vit à Düsseldorf, donc il est juste venu en vacances, donc on ne sait même pas pour combien de temps à peu près. C'est-à-dire qu'au départ, il dit d'abord qu'il est juste venu à Lissabon, mais vraiment sans se fixer de but pour sa visite et même aussi sans aucune précision sur la durée finalement de sa visite. Bon, il a dû certainement demander un passeport, un visa, parce qu'on sait qu'il a adopté la nationalité allemande par la suite. Donc, il a un visa. Ça peut être un visa de 3 mois, par exemple. Donc, en gros, il a 3 mois pour être sur le territoire, donc en fonction de ce qu'il veut. En même temps aussi, bon, s'il a 34 ans, on se dit que peut-être c'est quelqu'un qui travaille, ainsi de suite. Donc, peut-être qu'au final, un mois même déjà, ce serait beaucoup. Donc, on peut estimer qu'à peu près 3 semaines, un mois, disons, pour son séjour, serait éventuellement la durée maximale qu'il aurait prévue, mais on n'a pas beaucoup plus d'indications que cela. En tout cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner à la police un signalement comme quoi il veut faire 10 jours, mais bon, au final, c'est pas très, très précis non plus dans son esprit. Donc, on sait juste qu'il arrive à Lissabon, mais on ne sait pas encore pourquoi. Mais on va découvrir finalement pourquoi est-ce que finalement il arrive à Lissabon. Parce qu'il n'arrive pas quand même par hasard. C'est-à-dire qu'il ne vient pas là par hasard. Hein, contrairement à ce qu'il a peut-être laissé penser dès le départ. Donc ce qu'on sait aussi, c'est qu'il continue, enfin, il parle une langue locale, hein, une langue vernaculaire locale. C'est-à-dire qu'il s'est par exemple entretenu avec, en cette langue avec le conducteur du minibus qui l'amène à Lissabon. Ouais, donc il continue à garder, donc il est parti à 19 ans, mais il a gardé apparemment donc une bonne compréhension de cette langue, un bon usage de cette langue locale. Et l'autre chose aussi que l'on sait par rapport à Paul A, c'est que malgré le fait qu'il ait adopté la nationalité allemande, il continue à considérer ce pays comme le sien. Il continue à considérer ce pays comme le sien. Par exemple, je ne sais pas, quand vous vous rappelez un peu, il avait utilisé une expression là qui m'avait semblé être très frappante comme ça. C'était l'insondable... c'était encore quoi? C'était l'insondable bêtise de notre souffrance, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Donc, il continue vraiment il continue à se sentir comme étant quelqu'un de ce pays. Hein. Donc, il ne se voit pas du tout comme il ne s'imagine pas, il ne se projette pas, il ne se voit pas du tout comme étant quelqu'un ne se sentant plus de ce pays. Donc, il continue toujours à se sentir togolais. On va dire ça comme ça. L'autre chose aussi qu'on sait de lui, c'est qu'il aimait beaucoup la littérature. Donc, par exemple, on sait qu'il s'est rapproché du père Douézy pour cette raison, parce qu'il avait une bibliothèque. On sait qu'il lisait beaucoup. On sait même qu'il a gagné un concours littéraire. Donc, c'était une dissertation qu'il avait faite pour les 5 ans d'une sorte d'union, comme cela, de pays, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest. On sait aussi qu'il était un élève très, très brillant. Voilà, donc c'est un élève très brillant, donc notamment avec les notes que le proviseur, Monsieur Laine, a retrouvées, comme cela, pour justifier encore son talent, hein, et puis c'est donc ses talents d'étudiant. Donc, par contre, il commence en fait plus, maintenant on entre un peu dans la compréhension de qui est Paul A, et plus on commence à se poser des questions. C'est-à-dire que la première question, par exemple, qu'on peut se poser au niveau de Paul A est la suivante. Donc, on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a en fait décrit finalement ce qui pourrait être perçu comme étant la dynamique fondamentale de Lissao et de Paul Ananiso. C'est-à-dire que c'est en fait la confrontation entre, on va dire, les pôles ou bien les sphères d'influence, donc de Félix Bagamo d'une part et de Père Douézy d'autre part. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a en fait dit que finalement le pôle A, il appartenait à la sphère d'influence du père Douézy, parce qu'il assistait à ses cours bibliques, il lui rendait régulièrement, enfin il consultait sa bibliothèque, il lisait les journaux que le père Douézy importait. Et en plus de cela, même on apprend par exemple que quand le père Douézy partait en voyage, par exemple, c'est à Paul A qu'il confiait sa bibliothèque. Hein. Donc à savoir aussi que d'autres élèves, d'autres jeunes pouvaient aussi accéder à cette bibliothèque-là. Donc ce qui signifie quand même beaucoup dans la considération qu'il pouvait avoir par rapport à Paul A. Et on sait même par exemple aussi qu'il enquêtait beaucoup pour reconnaître exactement ce que Paul A faisait. C'est-à-dire que dans sa vie
Par exemple, il avait une relation avec une fille nommée Élise, ben, il enquêtait pour exactement savoir, parce qu'il n'avait quand même, c'est qu'il le voulait, donc il veillait quand même aussi, hein. Il avait envie, ce père Douaisis là, que Paul A ne se perde pas, parce que je pense qu'il avait très bien perçu que c'était un enfant brillant, très intelligent, qui était destiné sûrement à un avenir fabuleux, et en essayant un peu d'en savoir plus sur la manière dont il conduisait finalement sa vie privée, c'était un moyen de s'assurer que cet enfant-là n'était pas en train d'aller peut-être dans les voies de la perdition, et puis ainsi de suite. Comme vous savez que l'adolescence, c'est un âge où on est toujours tenté par différentes expériences qui peuvent au final se solder par l'échec, hein, d'une vie. Donc, voilà un peu Paul A. Et quand on commence à analyser maintenant, on se pose une question suivante. On a dit tout à l'heure en fait que son père c'était le gérant de la SCKN. Donc c'est ces fameuses sociétés coloniales et tout qui ont fait la traite négrière et ainsi de suite, qui se sont transformées avec le temps. Donc, comment ça se fait? Donc, s'il est gérant, donc c'est vraiment il a une maison de fonction, on sait que son père avait une 2 chevaux et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la bourgeoisie commerçante, hein. Et comme on disait tout à l'heure, donc dans notre analyse de la structure sociale dans la ville de l'Issaoué, que euh, on pouvait le classer comme étant donc cette bourgeoisie commerçante comme étant inféodée à la bourgeoisie administrative, hein, dont notamment on connaît bien les rapports que le père de Paul A entretenait avec Félix Bagamo par exemple. Donc, et on sait par exemple aussi très bien que Paul A avait même été emmené auprès de Félix Bagamo. C'est-à-dire que pour moi en fait c'est ce qu'on peut appeler une introduction. C'est-à-dire qu'il a 16 ans à l'âge où bientôt, donc il aura son bac à 19 ans, donc à l'âge où, voilà quoi, il commence, on commence à estimer que ben, il devient déjà un homme, ainsi de suite, il comprend peut-être relativement la vie, et son père l'introduit en fait auprès de Félix Bagamo. Donc à mon avis, c'est une sorte d'adoubement que son père va rechercher là pour lui. C'est qu'il va rechercher l'adoubement de Paul A. Ce qui se passe d'une manière bizarre, en fait, c'est que ça ne va pas se produire. C'est-à-dire que peut-être c'est à la faveur donc, du voyage de Paul A en Allemagne pour poursuivre ses études que finalement il ne va pas entrer dans la sphère de Félix Bagamo parce qu'on se serait quand même attendu à ce que normalement la vraie place, quelle est la place en fait? Parce que quand on regarde réellement, quelle est la place à laquelle on devrait s'attendre à ce que, où on devrait s'attendre à retrouver Paul A? On devrait s'attendre à retrouver Paul A dans la sphère d'influence de Félix Bagamo, normalement. Son père fait partie de cette bourgeoisie-là, c'est son milieu naturel, il est très aisé. Par exemple, on se rappelle par exemple que ben, il recevait un petit déjeuner tous les matins, par exemple. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est sa mère qui le faisait, parce que sa mère s'est séparée à un moment de son père. C'est sa mère qui lui faisait son petit déjeuner, son pain au beurre tous les matins, puis il y avait un enfant qui le tabassait pour lui prendre son petit déjeuner. Donc un enfant sûrement qui ne devait pas avoir de petit déjeuner, sinon on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il avait besoin de le tabasser. Donc c'est un enfant privilégié qui est accompagné à l'école en voiture et puis ainsi de suite. Dans un petit endroit comme l'Issaoué, il fait véritablement partie donc de la bourgeoisie administrative. Mais pourquoi est-ce que au lieu de se retrouver donc là où on doit l'attendre, c'est-à-dire que dans la sphère d'influence de Félix Bagamo, il se retrouve dans la sphère d'influence du père Douaisis? Pourquoi? Ça, c'est très, très intriguant. Est-ce que c'est juste la littérature? Parce que peut-être ça peut aussi être vu comme étant une sorte de rôle à la littérature. C'est-à-dire qu'en disant que ben, comme en fait cet enfant, il aime beaucoup la littérature, par exemple, il aime lire, ainsi de suite, il a pu accéder, grâce peut-être au père Douaisis, à certaines lectures qui lui ont justement donc permis de sortir finalement et de s'émanciper, donc d'atteindre un certain niveau de liberté qui fait à ce que, en tant qu'individu, il ne se retrouve pas à la place où on s'attendait à ce qu'il soit. Donc voilà un premier élément à mon avis comme ça qui est très intéressant au niveau de la perception de qui est exactement Paul A et qui va en fait permettre de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'il rentre à l'Issaoué. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, contrairement à ce qu'il peut nous laisser penser au départ, il ne rentre pas à l'Issaoué par hasard. Il y a une raison et on va la comprendre dans un petit instant. La deuxième chose aussi que l'on peut comme cela noter, au niveau de Paul A, c'est sa relation avec son père. C'est-à-dire qu'il a vraiment une relation qui est très perturbée avec son père. Donc là, les éléments, à mon avis, ne sont pas totalement clairs. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été totalement clair pour que j'arrive vraiment à me faire une sorte de constat clair de qu'est-ce qui expliquait cela? Mais on sait que c'est lié à sa sœur. C'est-à-dire qu'on sait que sa sœur a fait une tentative de suicide, par exemple, et que suite à cette tentative de suicide, ben, il a décidé de ne plus causer avec donc de plus causer avec son père, hein, voilà. Et donc ce qui laisse entendre quoi? Ce qui laisse en fait entendre qu'il y a il y a un lien entre le comportement de son père et puis la tentative de suicide de sa sœur. Et bon, moi, comment est-ce que j'ai établi ce lien-là en fait? J'ai établi simplement ce lien en observant que
le père de Paul A, c'est une sorte de coureur de jupons, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, sa mère elle est partie. Après, il y a une autre femme qui est arrivée à la maison, donc qui vivait avec eux là. On sait après que quand son père a été affecté à la capitale, donc à la direction de la SCKN, il a abandonné encore en fait, sa deuxième femme, je ne sais pas si c'est deuxième, bon, maison, appelons-la comme ça, sa deuxième femme qu'il avait sur place pour prendre une autre à la capitale. On sait par exemple que Paul a fait la cour à Louise, donc une fille qui elle-même avait séduit Paul A. Voilà. Donc son père, c'est un coureur. Mais ce n'est pas à cause de Louise, quelque part. On peut dire peut-être que Louise, alors c'est peut-être l'une des raisons aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas seulement à cause de lui. C'est-à-dire que, ok, il a fait la cour à Louise et apparemment, il a eu du succès. C'est-à-dire que, donc, parce que Louise, c'était un peu comme ça, une fille allumeuse. Je pense que vous avez un peu tous connu ce genre de fille comme ça au lycée qui est beaucoup plus émancipée que toutes les autres. Comme on dit, elle a les yeux ouverts, quoi. Hein, et puis, elle n'a pas froid aux yeux. Donc, elle sait parler aux hommes, elle sait obtenir de ce qu'elle veut. Elle a une sorte d'assurance comme ça sur sa beauté et puis ainsi de suite. Et elle sait utiliser cela parce que, ben, forcément, une femme qui a des formes bien rebondies connaît son pouvoir sur le cœur des hommes. Et donc, c'est un peu ça, cette Louise-là. Donc, l'une des raisons, peut-être, donc, justement, de cette haine-là hein, que Paul a vis-à-vis de son père peut être aussi liée au fait que donc que son père ben, lui a ravi Louise, hein, on peut dire ça comme ça. Son père lui a ravi Louise, voilà, il a fait la cour à Louise et on va apprendre comme ça que par un des employés de la société, ben, c'est lui qui l'a envoyé auprès de Louise ben, pour lui faire passer des messages et puis ainsi de suite. Donc il y a peut-être cette raison-là, première raison. Peut-être aussi il y a la raison liée au fait que le père a abandonné, enfin on dit ça, chassé la mère de Paul A. Ce n'est pas clairement indiqué au niveau de la narration, mais on peut le supposer, hein, parce qu'on sait qu'à un moment, sa mère lui faisait son pain au beurre. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé entre-temps, mais au bout d'un autre moment, on se retrouve en fait avec des scènes, par exemple, où ben, il se retrouve à manger à table, le père met la radio, et où il y a une autre femme qui sert. Donc, on se dit, ok, la mère de Paul A dû être débarquée de ce mariage-là, donc peut-être aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'aime pas son père, mais en tout cas, ce qui apparaît comme quand même le lien direct, à mon avis, c'est par rapport à la sœur. Donc, la sœur de Paul a fait une tentative de suicide, et suite à cette tentative de suicide, il décide de totalement de se détacher de son père. Et mon hypothèse, en fait, est que le père de Paul a violé sa fille. Voilà. En fait, il a violé sa fille, et après avoir violé sa fille, donc celle-ci a fait une tentative de suicide qui, malheureusement, ne s'est pas... a été infructueuse. Voilà, donc elle a fait une tentative infructueuse voilà, donc elle a fait une tentative de suicide qui n'a pas du tout abouti. Et c'est à partir de là, en fait, que, on va dire, le père ayant vraiment dépassé les bornes, il commence à le haïr. Et un autre élément comme cela aussi, à mon avis, qui sera une sorte de vengeance symbolique hein, au niveau de la fin du roman et qui accrédite encore comme cela donc mon hypothèse selon laquelle Paul, comment ça, il y a eu un viol, donc que le père de Paul a violé sa sœur. C'est en fait au niveau de la fin du roman, quand un an après l'enterrement de leur père, donc ils vont voir la tombe hein, du père, et où en fait, comme le cimetière est jonché de plantes épineuses, hein, de plantes épineuses et puis de déjections humaines, ils sont obligés en fait de marcher de tombe à tombe et à un moment, la sœur va piétiner la tombe du père. Hein, donc elle va piétiner la tombe du père et après se rendre compte que, ah mais en fait c'est là où il est enterré. Voilà. Donc, je pense quand même que vous comprenez très bien ce que cela veut dire. C'est que piétiner la tombe du père, c'est un peu comme salir la mémoire de quelqu'un. Hein, voilà. Donc, parce que normalement, je pense que vous avez quand même compris qu'on ne piétine pas les tombes. Hein, c'est quand même des choses qui sont relativement importantes. On ne les piétine pas. Donc là, le fait de piétiner la tombe, à mon avis, c'est vraiment une sorte de vengeance hein, symbolique après coup, comme quoi de dire que ta mémoire, je la piétine aussi. Et en piétinant, c'est un peu comme cet acte d'écrasement. Là, je piétine quelque chose pour marquer son insignifiance. Voilà. Donc, je pense que cette scène de la fin là
tend plutôt à accréditer cette hypothèse comme quoi la sœur de Paul A été violée par son père, raison pour laquelle donc Paul a commencé à ne même plus du tout parler avec son père et puis à le détester à ce point-là. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi peut-être l'une... Bon, ce n'est peut-être pas l'explication pour laquelle Paul A se retrouve dans la sphère du père d'Oésie, mais en tout cas, ça fait partie comme cela donc comment dire, des différents éléments qui permettent de comprendre la personnalité de ce Paul A là. Voilà. Donc, il y a comme ça une sorte de crise familiale par rapport donc le rapport au père comme cela qui est très compliqué et qui est aussi intéressant à mon avis. Bon, je ne peux que regretter parce que par exemple ça aurait été détonnant. En fait, ça aurait pu être très intéressant par exemple comme aspect abordé parce que on est quand même bien d'accord que quand en fait on fait une opposition entre ce pôle conservatiste et puis ce pôle progressiste par exemple et où on a en fait donc ces différents stades, donc ces différents stades en fait de sphères, donc de sphères d'influence ou bien alors de conflits de pouvoir, donc entre, disons, général d'une part, les opposants, Félix Bagamo, Père Douézi, Paul Djimongu et Didier Somok. En fait, on en arrive en fait à constater que il y a là, en fait, une sorte de mécanisme parfait de la transmission, c'est-à-dire que les choses se transmettent, en fait. Mais finalement, quand une société se porte mal, comme on l'a décrit au début, c'est-à-dire qu'on a quand même décrit une société, mais qui se porte totalement mal. C'est-à-dire que quand une société, en fait, se porte mal, il faut quand même qu'à un moment, les enfants contestent les parents. C'est comme ça qu'on voit qu'une société se porte mal. Parce que si quand en fait une société se porte bien, les enfants, quel est l'intérêt pour les enfants de contester les parents? Il n'en a aucun. Alors que la contestation que les enfants peuvent avoir sur les parents dans une société qui se porte mal est justement le révélateur, le grand signe en fait qu'il y a une tentative de vouloir faire bouger les choses. Il est vrai que la révolution démocratique en elle-même, c'était ça son but aussi quelque part. C'est-à-dire que c'est quand même des jeunes quelque part qui contestent qui contestent en fait Bagamo. En réalité, c'est ça. Donc, c'est des jeunes qui contestent Bagamo. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui contestent leur père, quelque part. Et comme je disais, donc, je trouve que c'est dommage, en fait, que cette relation-là, en fait, n'ait pas pu être beaucoup plus amplifiée au niveau du rapport entre Paul A et son père. Donc, pour qu'on perçoive, en fait mieux comment est-ce que avant finalement, donc 15 ans peut-être, ou bien disons 20 ans, entre 15 et 20 ans avant le déclenchement de la révolution démocratique, comment est-ce que déjà les rapports entre parents et enfants se détérioraient déjà, notamment entre père et fils se détérioraient déjà, et qui vont aboutir au final à cette révolution-là. Donc je trouvais juste que c'était un peu dommage au niveau de la narration qu'on n'ait pas pu en avoir plus au niveau de comment est-ce que cette détérioration-là du rapport père-fils se mettait en place. Mais il n'en demeure quand même pas moins que c'est très déterminant, à mon avis, dans la compréhension du personnage de Paul A, donc sa relation avec son père. Un autre élément comme cela, que l'on note aussi, ce qui est relativement surprenant aussi. Donc, on sait que Paul A, il aimait beaucoup la littérature, qu'il écrivait, et puis ainsi de suite. Et il nous dit à un moment que la première nouvelle, en fait, qu'il a écrite, par exemple, donc c'est deux choses aussi. Là, je suis un peu entré maintenant dans la phase un peu de ce que je pourrais dire, moi, en tant que lecteur, peut-être que ce que j'ai éventuellement regretté comme... que j'ai regretté au niveau de ma lecture. Donc, par exemple, on sait qu'il a écrit une nouvelle, par exemple, où il décrit longuement le marché. Et par exemple, j'aurais aimé, qu'il nous décrive un peu plus ce marché-là de l'Issao et qu'il nous en donne plus, quoi. Et bon, c'est vrai que c'est un roman quand même où il y a beaucoup de descriptions et on n'a qu'une envie. Je veux dire, après avoir lu l'Issao, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à l'Issao. Et je pense que pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. En tout cas, moi, après la lecture de l'Issao, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que il faut que j'aille voir cet endroit, quoi. Je sais pas si ça ressemble à ce qu'il a écrit, mais il faut aller voir ça. Donc, il y a une grande force de description dans l'Issao, mais ce qui manque, à mon avis, je me serais attendu à comme ça une description, mais alors fleuve de ce marché-là, avec toutes les interactions qu'il pouvait avoir là-dedans. Bon, on a un peu manqué de cela, mais bon, voilà, ça fait partie des points comme cela que je voulais noter aussi, comme ma déception en tant que lecteur. Et donc, au niveau donc, de cette nouvelle-là qui décrit longuement le marché, donc Paul A nous dit que il avait aussi anticipé, il avait parlé de l'assassinat de Bagamo par un portefaix. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'assassinat de Bagamo par un portefaix. Donc, ce qui veut en fait dire que l'histoire a commencé depuis longtemps.
Ça commence depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il vient en Allemagne et tout, mais qu'est-ce qui le prend pour se lancer à écrire une nouvelle sur l'Isao, et dans cette nouvelle-là, il fait tuer Bagamo par un portefeuille. Pourquoi? Parce que justement, premièrement, il appartient à la sphère du père Douézi, donc à cette sphère, comme on a dit, progressiste, ainsi de suite. Il a très bien compris, comme il appartient à cette sphère, les rapports de pouvoir, domination que la sphère conservatiste a dans cette ville de Lissao et puis dans le pays par extension. Et on sait aussi, en fait, et puis on aura la démonstration par la suite, c'est-à-dire que Paul A, en fait, c'est un opposant. C'est clair et net, c'est-à-dire qu'il ne le dit à aucun moment, mais c'est un opposant. Il est opposant. Et en fait, comment est-ce que... voilà, donc c'est pour ça, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'il met, en fait, il le fait tuer Bagamo? Je veux dire, ça veut quand même beaucoup dire. Je veux dire, il ne fait pas tuer Bagamo par hasard. C'est pas juste pour l'aspect narratif, ainsi de suite. Non, c'est parce que, comme on disait d'abord, il comprend très bien que Bagamo, c'est vraiment comment on dit, le faiseur de rois locaux. C'est-à-dire, c'est le chef on peut dire, du pôle conservateur local. Première chose. Mais l'autre chose aussi, et c'est ce qui c'est que Bagamo, c'est vraiment aussi ce qui représente ce pouvoir qui asphyxie toute la jeunesse progressiste de l'Isao. Il le sait aussi très bien. Il sait très bien ça. C'est qu'au moment où il part, et peut-être même au moment où même il va rendre visite à Bagamo, quoi, il le sait déjà tout ça. Hein, il le sait parce qu'on voit à un certain moment même la petite gêne qu'il a par rapport à Bagamo, puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, est-ce que peut-être c'est parce qu'il a 16 ans et puis qu'il est un peu intimidé et tout? Non, parce que quand même quelque part aussi, il a une grande lucidité, quoi. C'est un enfant, peut-être qu'il est maladroit avec les filles et tout, peut-être qu'il ne sait pas, hein, il ne sait pas peut-être tenir une fille comme Louise, qui est vraiment une emportée comme ça, et voilà. Et puis peut-être aussi comme ça, hein, je veux un peu aller comme ça, voilà, on regrette aussi que la Louise, elle n'ait pas eu un peu plus de place aussi dans ce roman, parce que je trouve que en termes de personnage, elle est fabuleuse comme personnage. Voilà. Donc, oui, peut-être que donc il avait comme ça des peines, des difficultés, hein, à pouvoir embarquer une fille comme Louise, mais en même temps, il avait une très grande lucidité, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Paul A, c'est un enfant, on va dire, c'est un enfant brillant, éveillé, qui a très vite compris les choses. Hein. C'est-à-dire, on peut dire, c'est vraiment une sorte de génie précoce. Hein. Il a très, très vite compris les choses. Et donc, à mon avis, quand son père va le faire adouber par Bagamo, je pense qu'il sait déjà qui est Bagamo et il le rejette déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, c'est déjà clair, hein, dès ce moment. D'où, en fait, finalement, le fait qu'il va produire cette nouvelle par la suite où il va tuer Bagamo, c'est-à-dire que parce qu'il a compris déjà qui est Bagamo et ce personnage, finalement, continue à le hanter en tant que ce qu'il représente, hein, en tant que ce qu'il représente, donc en tant que force finalement conservatiste de destruction, d'anéantissement d'une jeunesse, quoi, hein. Il a très bien compris en fait tout cela. Et donc, comment on dit, le clou en fait est porté à un moment précis. C'est-à-dire que en fait, et moi je situerais, bon, même si c'est peut-être au niveau de la narration, en tout cas peut-être c'est moi qui n'ai pas bien perçu ou pas, mais on ne sait pas bien à quel moment est-ce que ça intervient, mais moi je situerais ça pendant les événements. Et c'est pour ça en fait que je pars vraiment de l'hypothèse que Paul A est un opposant. C'est-à-dire que on apprend en fait ceci, on apprend en fait que le père Douézi a fait lire à Gabriel Nam et puis à Didier Sommoc un article que Paul A écrit. Alors, apparemment, c'est dans un journal, et puis Paul A écrit quelque chose dans un journal. On ne connaît pas quel est le contenu de cet article-là. On sait juste qu'il a écrit un article. Et on sait aussi que Njimongu a lu cet article. Et à mon avis, c'est le fait que Njimongu ait lu cet article que la nature de l'article, à mon avis, commence à changer. Donc là, c'est en fait Gabriel Nam qui dit ça à Paul A quand il va lui rendre visite dans une ferme où il s'est isolé, donc pour éviter Njimongu. Donc, il lui dit ça. On a vu un article que tu as écrit, le père Douézi nous a montré cet article, je l'ai lu, Didier Sommoc l'a lu, et je peux aussi te dire que Pierre Njimongu l'a lu. Or, qu'est-ce qu'on a en fait constaté? On a en fait constaté que Pierre Njimongu, il est le secrétaire de la préfecture. Et quand il arrive en fait, quand Paul A arrive à l'Issaoue, Pierre Njimongu est directement informé. Et Pierre Njimongu va venir même dans sa chambre d'hôtel. Mais en fait,
Il va venir dans sa chambre d'hôtel, il va lui dire, oui, j'ai été informé que tu es venu, ainsi de suite, parce que, bon, nous, au niveau du pays, on a un système comme quoi, quand tu remplis une fiche de renseignement, l'hôtel l'envoie à la police et la police l'envoie à la préfecture. Mais en fait, on peut quand même se poser la question. Est-ce que finalement, le fait que Pierre Ndimongu soit venu le voir, ce n'était pas simplement pour être le plus proche de lui et de savoir exactement ce qu'il voulait faire? Une sorte de surveillance. C'est-à-dire que, ok, je vais être le plus proche de lui, je vais le surveiller, puis je vais un peu voir exactement ce qu'il veut faire. Parce que Pierre Ndimongu aussi sait. Il sait qui est Paul. Il connaît très bien les rapports que Paul avait avec le père d'Ouézi, et puis ainsi de suite. Donc, il sait qui est Paul. Donc, quand il arrive, en fait, là, pour voir Paul, et puis finalement, il va le sortir, l'amener dans différentes sorties, visiter la ville, et puis ainsi de suite, c'est en fait une manière pour Pierre Ndimongu de le contrôler, de le surveiller, de savoir exactement ce qu'il fait, de connaître ses allées et venues, et surtout de connaître ce qu'il a en idée. Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il a véritablement envie de faire? Et donc, c'est en fait par rapport à cela, donc, on est donc arrivé, en fait, que je suis arrivé donc, à cette hypothèse-là mais en réalité, Paul A, c'est un opposant. Il a dû écrire un article politique qui devait relater la situation du pays, donc du Togo. Pierre Ndimongu a lu cet article. Pierre Ndimongu connaît les opinions de Paul par rapport au régime, donc en place au Togo. Et c'est en fait donc à cause de cet article-là, en gros, que pour moi donc, Paul A arrive en fait au pays pour connaître qu'est-ce qui s'est passé en fait après la révolution démocratique, après l'échec de la révolution démocratique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas comme il nous dit par hasard. Je pense que simplement les prudences qu'il utilise sont simplement liées au fait du contexte politique que nous avons décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que du contexte de terreur qui s'est installé dans le pays par le régime du général pour pouvoir garder la même mise sur les choses. Donc c'est ce contexte de terreur en fait qui fait à ce que Paul A ne nous éclaircit pas de prime abord ses intentions. Mais en regardant attentivement, on se rend compte que Paul A doit sûrement être un opposant qui a dû écrire au moins un article sur la situation du pays, que cet article-là, parce qu'il fait allusion à Ndimongu et parce qu'on observe par la suite le comportement de Ndimongu qui est plutôt un comportement d'espion par rapport à Paul A, donc de contrôler ses allées et venues et de savoir tout ce qu'il fait, parce qu'à un moment, il lui propose, viens rester chez moi. Finalement, si Paul A va rester chez lui, il saura tout ce qu'il fait. Donc, c'est une manière aussi de le contrôler finalement, donc sous le couvert de l'amitié. Donc, à partir de là, donc, Paul A, quand il vient en fait à l'Issaoé, il vient finalement pour savoir ce qui s'est passé après la révolution démocratique. Donc il vient véritablement essayer de chercher ce qu'il en est advenu de ses amis Didier Somok, Gabriel Nam et ainsi de suite, le père d'Ouézi. Voilà ce qu'il vient en fait chercher. Ce n'est pas par hasard qu'il se met à enquêter sur eux, mais pour moi, dès le départ, c'est ce que Paul A venait faire à l'Issaoé. Voilà. Donc, au final, l'Issaoé de Théo Ananiso, où donc on a un opposant, on va dire, Gabriel Nam, voilà, donc un opposant Gabriel Nam, qui a écrit un article sur la situation politique au Togo, cet article donc, sur la situation politique au Togo, et qui retourne donc au pays après l'échec de la révolution démocratique pour savoir ce qu'il en est advenu de ses amis. Et quand il retourne donc au pays, il apprend qu'il y a eu l'assassinat du chef, on va dire, du pôle, du chef du pôle conservateur Félix Bagamo, et que voilà, donc qu'il y a eu l'assassinat du chef du pôle conservateur Félix Bagamo, et que tous ses amis, que ce soit Didier Somok a été tué, Gabriel Nam, il a pris le chemin de la fuite et qu'il s'apprête à traverser la frontière pour se rendre en Afrique du Sud. En gros, il va assister à l'échec. Enfin, il va nous faire le récit de l'échec de la tentative de démocratisation du Togo. Et
nous indiquer comme cela, nous mentionner que c'est cette parole vraiment très forte là, il faut juste que je la retrouve, qu'il nous donnait au début. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Voilà. Donc, de cette tentative donc, il va nous raconter cet échec de cette tentative de démocratisation du Togo et, comme cela, nous parler de ce qu'il a appelé l'insondable bêtise de notre souffrance. Voilà. Donc, l'insondable bêtise de notre souffrance. Donc, comme cela, chers amis de l'Oasis, si vous aussi, vous avez envie de connaître l'insondable bêtise de notre souffrance africaine, alors je vous invite à lire l'Issaoé de Théo Ananiso. Je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à cette émission, mais décidément très très longue, on avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous invite d'ores et déjà à nos prochains rendez-vous. Chers amis de Loisirs, j'espère que vous avez pris votre aise, que vous avez pris vos aises, que vous avez passé un bon temps et à une prochaine. Au revoir, ciao ciao.